monsieur. Alors, oui. Alors, depuis que l'intelligence artificielle a créé l'actrice Tilly Norwood, vous savez, Tilly Norwood à Hollywood, elle a été créée par l'intelligence artificielle. Alors moi, j'avais fait un rêve quand j'ai vu ça, celui d'être transformée en Marilyn Monroe pour présenter la conférence. Oui, je sais, vous me regardez, vous me dites c'est vraiment raté. Effectivement. Alors, cependant, j'ai été tout de même ahurie d'apprendre récemment par mon dentiste qu'il utilisait l'intelligence artificielle pour établir ses diagnostics. Si ce n'est qu'il a ajouté quelque chose qui m'a un peu inquiétée, c'est que l'intelligence artificielle peut se tromper dans les diagnostics. Et qu'elle n'a pas vu, par exemple, une micro-infection naissante à la racine de la dent d'un de ses patients qui a fini aux urgences. Alors, troisième tentative, j'ai même tenté de demander à ChatGPT de m'écrire la présentation de la conférence de ce soir. Réponse, écris-la toi-même, feignasse. Je me suis dit qu'en fait, l'intelligence artificielle pouvait être aussi grossière que l'intelligence humaine. Enfin, quoi qu'il en soit, l'intelligence artificielle apporte indubitablement de nouveaux outils dans tous les domaines de la société, l'éducation, la santé, la finance, l'économie, l'environnement, etc. Dès lors, l'IA offre nécessairement des aspects politiques. Le professeur Lucile Sassatelli de l'Université de Nice est là ce soir pour nous expliquer tout cela en s'appuyant sur des résultats scientifiques récents. Nous l'applaudissons. Est-ce que je dois parler dans un micro? Ah ouais, ouais. Dessous, il y a un petit bouton. Ah, c'est bon, je pense qu'il marchait. Voilà. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci également pour l'invitation. Je vais vous mettre là, je vais de retour. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, je vais me présenter, puis je vais vous présenter un petit peu ce dont je vais vous parler. Alors, pour ma part, donc, je suis professeur des universités en informatique à l'Université Côte d'Azur. Alors, je ne suis pas niçoise, je travaille à Sophia Antipolis, puisque une grosse partie de l'informatique à l'université est à Sophia Antipolis. Et je suis directrice scientifique du projet Ephelia Côte d'Azur. Alors, vous avez peut-être entendu parler des annonces gouvernementales pour injecter beaucoup d'argent public dans la massification de la formation à l'intelligence artificielle depuis 2-3 ans. Eh bien, l'Université Côte d'Azur, en fait, a été lauréat d'un premier appel à projets qui s'appellent les projets compétences métiers d'avenir, donc les projets CMA émis par l'État. Et donc, l'Université Côte d'Azur mène un de ces projets où vous avez un consortium en fait, de différents établissements avec le CNRS, l'INRIA, l'INSERM, Schema Business School. Voilà, il y a un ensemble de partenaires et c'est l'Université Côte d'Azur qui est chef de file. C'est un projet qui est massif, hein, on a 8 millions d'euros sur 5 ans pour massifier la formation à l'intelligence artificielle sur tout le territoire. Donc je vous fais cette intervention bien sûr dans ce cadre et je vais vous présenter tout un ensemble de choses hein, dont on parle notamment dans le cycle licence. Voilà, je m'arrête là pour l'aspect général. Donc aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, c'est intelligence artificielle sous le capot. On va soulever un petit peu le capot
je vais vous montrer un petit peu les principes de fonctionnement et les conséquences que ça a en fait. C'est-à-dire finalement, où est-ce qu'on en est concrètement du front de la science et pourquoi est-ce qu'effectivement actuellement on a un décalage entre la réalité scientifique et le discours grand public qui souvent s'oriente sur un discours marketing, et je vais mettre le doigt dessus. Alors je vais vous présenter une perspective qui est assez critique, toujours fondée sur un certain nombre de travaux scientifiques, hein, parfois des enquêtes qui sont plus à l'intersection entre journalisme et sociologie, mais on va essayer d'appuyer tout ça sur des travaux scientifiques. Donc c'est une perspective critique, sachez que je ne suis pas contre par défaut, puisque en fait toute ma recherche, donc moi je suis enseignante-chercheuse, donc j'enseigne aux étudiants et aux étudiantes et à d'autres publics, mais je fais également beaucoup de recherches. Et ma recherche en fait porte sur les algorithmes d'intelligence artificielle. Donc avec des collègues, mon équipe, des étudiants et des étudiantes, nous concevons des algorithmes d'intelligence artificielle pour différents objectifs. Un premier objectif par exemple, c'est optimiser le transfert de flux vidéo sur Internet. Donc ce qu'on appelle le streaming vidéo. Eh bien, ce sont des problèmes qui sont complexes et finalement, comme les algorithmes d'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes qui vont adresser des problèmes complexes. On va avoir beaucoup de variables, beaucoup d'inconnus aussi, c'est-à-dire dans des environnements où on ne sait pas exactement ce qui va se passer sur Internet, combien de gens vont demander une vidéo ou bien l'autre, combien il va y avoir de personnes sur les mêmes câbles de votre opérateur. Eh bien, tout ça, ça va nécessiter des algorithmes évolués qui vont parfois correspondre à des algorithmes d'intelligence artificielle. Un autre champ de recherche que je mène avec, donc ici vous avez les noms de mes étudiants, Reda Alish, Franz Franco Gallo et ma collègue Huinou de l'INRIA, c'est de la prédiction de piétons pour les voitures, de la prédiction de trajectoire piétonne pour les voitures autonomes. Donc pour développer, permettre les voitures autonomes, la conduite autonome, eh bien il faut que la voiture, bien entendu, puisse anticiper un maximum, autant que le fait un humain, quelle va être la trajectoire la plus probable de quelqu'un dans un contexte urbain ou autre. Donc ce que l'on fait dans ce cadre-là, eh bien c'est que l'on va par exemple, alors ce que je vous montre ici en fait, ce sont ces grosses fonctions mathématiques que l'on appelle des modèles d'intelligence artificielle. Ça reste des fonctions mathématiques qui peuvent être plus ou moins complexes, on va en parler. Donc juste pour vous donner un exemple ici, eh bien on va avoir, donc là vous avez la trajectoire passée du piéton et on va avoir une capture par exemple radar de l'environnement. On va créer des fonctions mathématiques un petit peu empilées qui vont à la sortie eh bien, nous produire les coordonnées géographiques prédites pour les positions futures. Un autre champ qui est le plus important actuellement de mes travaux de recherche, c'est que je coordonne un projet de recherche financé par l'Agence nationale pour la recherche qui englobe 6 laboratoires, qui rassemble 6 laboratoires français, 3 laboratoires en informatique et 3 laboratoires en sciences humaines et sociales. Et l'objectif va être d'analyser la représentation des personnages dans les films pour finalement aider les spécialistes de sciences sociales à analyser des grands corpus de films pour voir comment évoluent les représentations sociales au cours du temps. Donc par exemple ici, il s'agit en particulier des représentations de genre, donc de l'objectification, de la déshumanisation des personnages féminins dans les films. Vous avez certainement entendu parler dans le cinéma français des hashtags MeToo, cinéma français. Bon. Eh bien, il s'agit ici de créer des algorithmes d'intelligence artificielle pour automatiquement repérer les scènes déshumanisantes dans les films de façon à pouvoir les quantifier et travailler main dans la main avec des spécialistes de sciences sociales pour les aider dans leur travail d'analyse de ces corpus filmiques. Voilà, donc vous avez par exemple ici des résultats de performance de modèles d'intelligence artificielle sur tout un corpus de films que vous avez là pour détecter les scènes déshumanisantes. Voilà, donc ça vous donne un petit peu le cadre de mes activités. Et maintenant, je vais partir vraiment dans la présentation grand public que je vais vous faire pour vous dire, effectivement, les algorithmes d'intelligence artificielle, en tout cas les méthodes d'intelligence artificielle, c'est intéressant, mais c'est intéressant pour des objectifs qui sont bien déterminés et adaptés. Donc la présentation va se structurer sous la forme suivante. D'abord, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'est-ce qu'on appelle un système d'intelligence artificielle finalement. Alors je ne vais pas vous dire une IA,
on adopte en fait les conventions terminologiques, notamment de la Déclaration de Montréal, une IA, en fait une intelligence artificielle, comme il s'agit de intelligence, eh bien c'est extrêmement anthropomorphisant, c'est-à-dire que ça humanise extrêmement ces systèmes qui en fait restent des systèmes computationnels, hein, qui sont basés sur des calculs. Donc je voudrais vous montrer d'abord les choix humains qui sont à chaque étape de la création d'un système d'intelligence artificielle et vous montrer en quoi est-ce que ces choix peuvent être politiques. Et en quoi est-ce que ces choix qui ne sont pas toujours ni visibilisés ni donnés au débat démocratique eh bien, sont problématiques dans les systèmes qui en résultent et qui ensuite effectivement peuvent être déployés comme pour le dentiste. Ensuite, je voudrais vous parler de ce qu'il y a vraiment, alors là j'aurais dû mettre spécifiquement ce qu'il y a à l'intérieur des grands modèles de langue, les ChatGPT. Je vais vous montrer le principe de base. Alors, on n'est pas sur des domaines qui sont extrêmement théoriques, hein. On n'est pas sur de la physique quantique, ce serait beaucoup plus difficile à vous expliquer, et je ne connais rien. Par contre, ça, on peut le faire avec les mains. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les grands principes et vous dire pourquoi est-ce qu'en fait, ces grands principes eh bien, font qu'il y a des faiblesses intrinsèques, c'est-à-dire des faiblesses systémiques qu'on ne sait pas encore résoudre et qui amènent à deux impacts, à deux conséquences inhérentes qui sont le manque de fiabilité, ça fait des erreurs et il faut savoir le gérer, et si on ne sait pas le gérer, eh bien c'est peut-être qu'on n'est pas sur un domaine d'application qui est adapté à ce genre d'algorithmes qui sont largement faillibles. Et l'autre aspect, c'est la reproduction des biais de la façon même dont les algorithmes sont conçus. Et enfin, on ira sur des aspects qui sont beaucoup plus larges, les impacts en termes, alors on va parler un petit peu de santé, de travail, d'environnement et également d'éducation si on a le temps, et puis on pourra évidemment plus approfondir ces aspects-là lors du débat. Alors, qu'est-ce qu'un modèle d'intelligence artificielle? J'espère que je ne vais pas parler trop vite, parce que j'ai un petit peu tendance à... Ça va? Ouais. Si jamais vous me dites de ralentir et je sauterai des points, j'ai tendance un petit peu à densifier les présentations. Donc, qu'est-ce qu'un modèle d'intelligence artificielle? Un modèle d'intelligence artificielle, c'est une fonction mathématique. Alors, pour celles et ceux qui ont des souvenirs, hein, je pense qu'il y a aussi un certain nombre d'anciens professeurs ici, d'anciennes professeurs, c'est une fonction mathématique donc, qui va associer une sortie à une entrée. C'est extrêmement simple. Donc on a le y égale f de x, hein, donc une sortie qui est associée à une entrée. Et en fait la particularité, pourquoi est-ce que ce n'est pas une fonction mathématique quelconque? Eh bien c'est parce que on va avoir ici le choix de cette fonction mathématique qui va être fait en fonction des données d'exemples que nous avons, dont nous disposons, que nous avons collectées, et on va voir ça. Donc, la première étape dans le cycle de création d'un modèle d'intelligence artificielle, donc système d'intelligence artificielle, quand je parle de modèle d'intelligence artificielle, c'est vraiment l'algorithme en résultant. Le système, c'est plutôt le package qu'on va mettre autour. Donc, le modèle d'intelligence artificielle, la première chose qu'il va falloir faire pour le créer, ça va être de choisir une formulation du problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intelligence artificielle, c'est un domaine scientifique qui est né dans les années, on va dire 1950, à l'intersection de l'informatique, des neurosciences et des mathématiques, dont l'objectif était de reproduire avec des calculs des tâches qui étaient jusque-là uniquement faites par des humains. Et donc, ces tâches, il faut les définir. Alors, je vais vous prendre un exemple que je vais un petit peu filer ensuite la métaphore sur cet exemple. Supposons qu'on soit dans un cadre de santé et qu'on ait une entreprise qui souhaite créer un système pour vendre à des hôpitaux, donc éventuellement remboursé par la sécurité sociale, mais bon, pour diminuer les coûts d'opération des hôpitaux. Et donc, l'idée serait de dire... Eh bien, à partir de mesures qui sont peu coûteuses à prendre, donc par exemple le poids et la tension, on monte sur une balance, on met un tensiomètre, on va essayer de prédire un risque d'accident vasculaire cérébral, et en fonction de cette prédiction, en fonction de ce score de risque, eh bien, identifier si ça vaut la peine de vous prescrire des examens plus coûteux, prise de sang, artériographie, etc. Donc ça, c'est l'idée, le principe. Donc ici, on fait un choix.
Et le choix que l'on fait, c'est de dire, à partir des seuls poids et tensions, je veux prédire le risque d'AVC d'une personne. Par exemple, ici, je vais dire que 0, la personne n'est pas à risque, 1, elle est à risque. On pourrait avoir quelque chose entre les deux. On va prendre simple pour l'instant. Donc ça, c'est le premier choix que j'ai fait. Et c'est un choix. Donc c'est un choix qui n'est pas toujours visibilisé, mais c'est un choix. C'est le choix de la formulation de la tâche. La deuxième étape, ça va être de choisir les données sur lesquelles je vais me baser pour choisir ma fonction mathématique qui, à partir juste du poids et de la tension, va me permettre de prédire un score de risque. Eh bien, cette collecte de données, alors vous imaginez que là on est sur des données de santé, donc des données sensibles. Est-ce que les hôpitaux se permettent de partager vos données, par exemple les gens qui ont eu des AVC ou les gens qui n'ont pas eu d'AVC? Est-ce qu'on va partager ces données-là avec des entreprises qui vont créer ce genre de modèle? C'est une question importante. En France, vous avez le Health Data Hub qui a été impulsé dans les années 2018-2019 et qui a vraiment vu le jour pour collecter l'ensemble des données de santé au moment du Covid, donc dans les années 2020. Donc supposons qu'on ait cela. Alors qu'est-ce que je vous représente ici? Sur l'axe des abscisses, donc ici vous avez le poids, et puis ici vous avez la tension de la personne. Alors on pourrait se dire, quelqu'un qui est en surpoids et qui a une tension élevée va être plus à risque d'AVC. Donc effectivement, si on a un poids élevé et qu'on a une tension élevée, on a plus de risque d'AVC. C'est ici, donc chaque point va correspondre à des patients, des patientes. Et en rouge, en étoile rouge, vous avez les gens qui ont effectivement un risque d'AVC avéré. Avéré soit parce qu'ils ont fait un AVC, soit parce que des examens plus poussés ont avéré qu'en vérité, effectivement, ils étaient à risque d'AVC. En vert, vous avez les gens qui ne sont pas à risque d'AVC. Et on suppose ici que ce sont les données d'exemple dont dispose l'entreprise qui se lance dans la création de ce modèle d'intelligence artificielle. Une fois que l'entreprise, alors je parle d'une entreprise évidemment, on a également des académiques qui font cela, mais on parle plutôt dans un cadre de déploiement et de vente. Une fois que l'on a cela, eh bien, le troisième choix à faire, ça va être de choisir la fonction mathématique. Alors, les fonctions mathématiques, il y en a plein. Elles peuvent être très compliquées, comme on l'a vu. On peut avoir des choses extrêmement simples, une simple droite, on peut avoir des exponentielles, des logarithmes. C'est pas très important. Ce que je veux juste vous montrer, c'est qu'à l'intérieur, c'est des fonctions mathématiques telles que les voient les enfants qui sont au collège et ensuite au lycée. C'est des additions, des multiplications, des soustractions. Et donc dans ce cas-là, par exemple, on peut prendre une fonction mathématique qui est extrêmement simple, qui va être ce qu'on appelle une équation de droite. Donc par exemple, ici, je vais dire, en fait, a priori, là, les étoiles rouges, elles sont plutôt en haut à droite, et les points verts, ils sont plutôt en bas à gauche. Donc je vais mettre une droite, et je vais dire, ça, finalement, si j'ai une nouvelle personne qui arrive, dont je mesure le poids et la tension, si son poids et sa tension tombent en dessous de cette droite, je vais dire qu'elle n'est pas à risque, à partir des exemples dont je dispose, et si son poids et sa tension sont au-dessus, par contre, je vais dire qu'elle est à risque. Très bien, donc c'est extrêmement simple, et c'est l'équation que l'on a là. Alors ce que vous avez là, ou ici, vous voyez que, donc, alors X c'est l'entrée, c'est-à-dire c'est votre poids et votre tension. Et ce qu'on va avoir ici, ce qu'on appelle W, alors en anglais c'est pour les poids, eh bien c'est tout simplement des coefficients de moyenne. Vous savez quand vos enfants, ou vous évidemment, vous avez des notes, enfin quand vous aviez des notes, et quand vos petits-enfants sont à l'école ou au collège ou au lycée, ils ont tout un ensemble de notes dans des matières et chaque matière est coefficientée. Et les mêmes coefficients vont s'appliquer quel que soit l'élève en fonction de ses notes. Ici, si vous voulez, le poids et la tension, c'est vos notes. Et les W1, W2, ce sont les coefficients de la matière, donc en l'occurrence de tension et poids. Donc c'est extrêmement simple, mais c'est ce qu'il va falloir choisir. Pourquoi? Eh bien parce que finalement, c'est W1, W2 et B, c'est tout simplement ce qui va nous donner l'orientation de la droite et sa position en haut et bas. D'accord? Donc c'est tout simplement quelle droite est-ce que je choisis pour faire ça. Donc à partir des exemples dont on dispose, on va supposer qu'on va pouvoir trouver ces fameux coefficients correctement pour avoir une droite qui finalement met les étoiles rouges d'un côté et les points verts de l'autre. Ok, et maintenant que l'on a fait ça, eh bien ce que l'on va faire, c'est qu'on va évaluer la performance d'un modèle. Donc on va évaluer la performance de notre fonction mathématique. Comment est-ce que l'on fait ça? Eh bien on va tout simplement se dire, on va se réserver des patients qu'on n'a pas du tout utilisés
pour déterminer la fonction. Donc par exemple ici, je vais dire voilà, en fait j'avais plus de données patients que ça, ce sont les points qui sont entourés ici, mais je ne les ai pas utilisés pour déterminer ma droite violette. Je regarde en revanche si ma droite violette permet de bien classer ces données patients. Et ce qu'on voit ici, c'est que ici, celui-là, celui-ci, celui-ci sont bien classés, idem ici. Par contre, vous voyez que j'ai une étoile rouge là qui est du mauvais côté de la barrière. Donc si je compte, sur l'ensemble des patients, c'est ce qu'on appelle les patients test ou les données de test, j'en ai au total 8 là, et j'en ai un qui n'est pas bon. Donc ça veut dire que j'ai 7 sur 8 qui sont bons. 7 sur 8, si vous faites le calcul, ça fait 87%. Et maintenant, on va se dire, alors le 87% déjà, c'est ce qu'on appelle une mesure d'exactitude. Ce n'est pas nécessairement la panacée, mais une entreprise pourrait se dire, c'est bon, j'ai 87%, mon système, je considère qu'il fonctionne suffisamment bien, je vais décider de le déployer. Qu'est-ce que ça veut dire le déployer? Ça veut dire que je vais décider de le vendre, d'une part, et des clients, par exemple les administrations d'hôpital, vont pouvoir décider de l'acheter. À partir de ce moment-là, on ne contrôle plus les données puisque le système peut être déployé. Il a été, par exemple, calculé sur des données de patients, je ne sais pas, d'hôpital parisien, de la PHP, et il est déployé sur Nice, Marseille ou autre. À partir de là, ça veut dire que les données peuvent être complètement différentes. Donc ici, supposons que dans l'hôpital qui a acheté ce système-là, finalement, on se retrouve avec des données qui sont de ce type-là. Donc ici, vous avez des points qui correspondent à des patients qui ne sont pas à risque d'AVC, mais qui se retrouvent de l'autre côté de la barrière. Conséquence, ce sont des personnes à qui on va prescrire des examens supplémentaires qui n'auraient pas nécessairement été, nécessaires. Bon, on va se dire, c'est pas très grave si on fait une artériographie de plus, tant que c'est pas quelque chose de très invasif, le système de santé peut bien supporter ça. Le problème, c'est que ici, vous voyez que c'est très différent parce qu'en fait, on a des patients qui sont à risque d'AVC qui ont été détectés comme n'étant pas à risque. Donc ça veut dire que ces patients-là, on a pu ne pas leur prescrire les examens supplémentaires dont ils et elles auraient eu besoin. Et donc ça, c'est extrêmement problématique. Alors, regardons un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Là, par exemple, on a des points, donc des patients qui ne sont pas à risque d'AVC, mais dont le poids est important. Le poids est important, peut-être que ce sont des patients qui sont plus grands que les patients qui étaient dans le jeu de données initial dont disposait l'entreprise. Ici, vous avez des patients qui sont à risque, mais qui ont un poids qui est petit et une tension qui est petite. Ça peut par exemple être des patients plus âgés. L'âge est aussi un facteur de risque, mais qu'on a choisi de ne pas considérer dans les entrées ici. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un système qui va peut-être avoir des failles, c'est-à-dire on va avoir des personnes qui ne vont pas être correctement traitées par le système. Et à partir de ces failles, alors là, vous voyez que si je compte, par contre, sur ces cas-là, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, là je suis à 7, et sur 7, j'en ai un certain nombre qui ne sont pas bien classés. Donc si on recompte avec tous les autres, là, si on rajoute ces autres-là, on tombe à 54% d'exactitude. Donc ça, c'est très mauvais. Ce que peut décider l'entreprise, si l'hôpital lui dit « bon, votre système, on l'a acheté, mais ça ne marche pas si bien que ça », c'est de dire « ah, mais c'est parce qu'on n'avait pas les bonnes données, il nous faut plus de données ». Donc on va aller collecter plus de données sur plus de populations hospitalières. Et puis on va se dire, ok, j'ai collecté mes données, mais là, ma droite, elle ne marche plus. Vous voyez que là, si j'essaye de mettre une fonction, une droite, je peux la mettre où je veux, je vais toujours avoir des points qui sont pas du bon côté. Donc je vais changer de fonction mathématique et je vais la complexifier. Comment est-ce que je peux la complexifier? Par exemple, je vais faire l'équation d'un cercle. Donc là, on arrive avec des exponentielles, etc. C'est pas très important, c'est juste que c'est un peu plus complexe et qu'on a toujours ici des fameux paramètres qui sont à déterminer à partir des données que l'on a. On recommence, l'entreprise change son modèle, on va dire, fait une mise à jour dans le système hospitalier. Sauf qu'entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on a quand même des personnes qui n'ont pas été correctement prises en charge. Et la question, c'est qui est responsable? Est-ce que c'est l'entreprise qui a décidé de créer ce modèle-là? Est-ce que c'est l'organisme éventuellement public qui lui a fourni les données? Est-ce que c'est l'hôpital qui a décidé d'acheter ce système, ou bien est-ce que c'est le médecin ou la médecin qui a choisi d'utiliser ce système pour décider de quoi prescrire à son patient ou sa patiente? Donc vous voyez qu'en fait ça donne lieu à des chaînes de responsabilité qui sont largement non triviales.
Et ça, ce sont des thèmes de recherche sur lesquels travaillent les collègues en droit, notamment ici à l'Université Côte d'Azur, puisqu'évidemment, on a beaucoup d'activités en intelligence artificielle dans toutes les disciplines, et notamment en droit. Donc là, vous avez un panorama complet du cycle de création d'un modèle d'intelligence artificielle. Maintenant, je vais vous donner des cas. Alors ça, c'est un cas complètement, on va dire, inventé par moi, hein, pour que ce soit simple. Maintenant, je vais vous donner des cas réels. Cas réels, donc ça, vous avez un papier qui est publié dans la revue prestigieuse Science, qui dissecte les biais ratios d'un algorithme qui est utilisé pour gérer la santé des populations. On est où? On est aux États-Unis, avec un système qui est déployé dans tous les hôpitaux, avec une gestion de 200 millions de requêtes patients par an. Et ce qui a été, donc qu'est-ce qu'on a? On a un système, donc exactement ce que je vous ai montré, sauf que là l'idée c'est de prédire le besoin de prise en charge. Donc c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on n'est pas que sur de l'AVC, on est sur besoin de prise en charge. Donc ça veut dire à quel point est-ce qu'il faut que cette personne, par exemple, ait un lit d'hôpital, l'hospitaliser, lui prescrire d'autres examens, en tout cas lui faire voir plus de médecins que par exemple un simple triage. Quelles sont les entrées que l'on a choisi, que les personnes qui ont créé cet algorithme ont choisi d'avoir? L'âge, le sexe, la tension, la créatinine, le cholestérol, tout un ensemble de choses qu'on prend dans les prises de sang, les médicaments, l'assurance maladie, bon, plein de choses. Maintenant, vous voyez que là, il y a un gros problème, parce que tout l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est de faire des calculs pour remplacer des tâches qui, habituellement, sont faites par des humains. Pour faire des calculs, il nous faut des nombres. Et pour avoir des nombres, c'est pas toujours évident. Typiquement, le besoin de prise en charge, c'est quoi? Comment est-ce que je peux dire, vous avez un besoin de prise en charge de 15? Vous voyez que là, on a un gros problème. On a un problème de simplifier la réalité humaine pour la représenter avec des nombres, pour ensuite pouvoir créer nos algorithmes. Ce qui a été fait dans ce système-là, c'est qu'on s'est dit, le besoin de prise en charge, c'est pas trop le faire. Donc on va utiliser ce qu'on appelle une variable remplaçante, et on va se dire, c'est les dépenses de santé. Puisque si une personne, a priori, elle est malade, elle va plus dépenser, d'avoir plus de dépenses de santé. Et donc finalement, les dépenses de santé vont refléter son état de santé. Sauf que, si on fait ça, ce qui se passe, c'est que ce que ce papier montre, c'est qu'ici vous avez le score de risque, donc on va dire le besoin de prise en charge des patients et des patientes. Et ici, vous avez vraiment leur nombre de maladies chroniques. La courbe jaune, ce sont les populations blanches aux États-Unis. On est sur la population américaine. Et la courbe violette, c'est les populations afro-américaines. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que pour un même score de risque ou une même évaluation de score de besoin de prise en charge, en fait, les populations noires sont significativement plus malades que les populations blanches. Donc, si je prends dans l'autre sens, ça veut dire qu'au même niveau de maladie, au même niveau de vraie maladie, eh bien, les populations noires vont être considérées comme ayant moins besoin d'être prises en charge que les populations blanches. Donc pourquoi? Parce que vous voyez bien que là, on a un problème politique dans la façon dont on a déterminé le nombre qui correspond aux besoins de prise en charge. C'est qu'aux États-Unis, on n'a pas la sécurité sociale qui couvre, et donc les dépenses de santé ne reflètent pas uniquement votre besoin, votre condition de santé, mais reflètent aussi votre salaire, très simplement. Et donc là, alors ça paraît peut-être simple quand je vous le présente comme ça. C'était suffisamment pas simple et pas visibilisé pour que ce système il soit déployé pendant des années et des années, et que ce soit qu'en 2019 qu'on ait sur 200 millions de requêtes par an un article dans Science qui dise là on a un très gros problème. Donc là vous voyez qu'on est sur les choix que je vous ai montrés, choix de la formulation. Choix politique. On est sur l'ingénierie, c'est pas que de l'ingénierie, en fait, c'est du politique aussi. Autre exemple. Alors, combien de temps j'ai là, du coup? Encore 40 minutes, hein, c'est bon? C'est ça? Ok. Autre exemple qui a fait un scandale en 2018. Alors, il y en a énormément des exemples, hein, j'en fais juste deux, là, dans deux domaines différents, le travail. Vous avez actuellement des entreprises qui créent des modèles d'intelligence artificielle pour filtrer les CV
au moment où une entreprise a besoin de publier une offre d'emploi. La question c'est, quand on a énormément de CV qui arrivent, on pourrait trier les CV avec un système d'intelligence artificielle de façon à savoir à qui proposer un entretien d'embauche, puisque les entretiens d'embauche, évidemment, ça prend beaucoup plus de temps. Donc c'est ce qu'a fait Amazon, en particulier donc, pour tout un ensemble de postes, mais notamment les postes techniques, donc les postes informatiques, on va dire. Et l'entrée qui avait été choisie, c'est le CV, hein, donc ce qu'il y a dans un CV, alors l'université à laquelle on est allé, le diplôme, mais aussi plein de choses un peu personnelles, hein, les hobbies, les sports, les activités, etc. Et puis, la sortie, c'est l'employabilité. Alors là aussi, qu'est-ce que l'employabilité? On ne sait pas. Eh bien, l'employabilité, c'est très simple, hein. Ils ont pris les personnes qui étaient déjà employées, donc leur base ressources humaines, et ils ont considéré, donc plus les gens qui n'avaient pas été sélectionnés dans l'historique, ils ont récupéré tous les CV qu'ils avaient, ils ont dit c'est 0 quand la personne n'a pas été finalement embauchée, puis c'est 1 quand la personne a été embauchée. Très simple. Sauf qu'en fait, c'est pas eux qui se sont rendus compte, c'est d'autres personnes. Donc là, vous avez l'article dans Reuters, là, qui a fait un peu grand bruit en 2018, que les CV de femmes étaient systématiquement rejetés pour les postes techniques. Et pourquoi est-ce que les CV de femmes étaient systématiquement rejetés pour les postes techniques? Eh bien parce que par définition, on reproduit l'historique. Puisqu'on se base sur les données qui existent, s'il y avait des biais de recrutement au préalable, c'est-à-dire qu'on recrutait majoritairement des hommes, parce qu'il y a un entre-soi dans le milieu technique qui est largement masculin et blanc, et qu'ensuite on crée une fonction mathématique qui va associer les CV à est-ce qu'il faut employer ou pas, on va reproduire le passé. Si ce passé-là est biaisé, eh bien, le système que l'on reproduit va être biaisé. Et donc là, le système, il reproduit le passé. Et en fait, quand on regarde plus précisément sur quoi se basait ce système, il ne se basait pas du tout sur les diplômes. Hein. Même les femmes qui avaient des diplômes largement adaptés au poste étaient rejetées. Parce qu'en fait, le système avait tout simplement appris qu'il y avait une association, alors ça on va en reparler, hein, des associations, des motifs d'association dans les données, entre les données et la sortie. Et les motifs d'association, c'était plusieurs choses. C'était par exemple les hobbies. Alors si on ne faisait pas du sport, du football américain, effectivement les femmes font beaucoup moins de football américain que les hommes, donc on n'est pas un homme, donc on a moins de chances d'être recruté. Les universités aussi. Donc ça c'est valable aussi sur l'aspect racial. Aux États-Unis vous aviez la ségrégation, donc vous avez historiquement des universités qui sont beaucoup plus fréquentées par les personnes afro-américaines ou par les femmes, voire réservées aux femmes. Et donc rien que sur le nom de l'université, hop, le CV était mis à la trappe. Donc vous voyez un petit peu le contexte général de l'ensemble des choix politiques qui sont impliqués lorsqu'on crée un modèle d'intelligence artificielle, quel que soit ce modèle d'intelligence artificielle. Alors c'est des modèles qu'on appelle basés données, donc l'intelligence artificielle, je vous ai dit, c'est un domaine scientifique qui est né dans les années 1950, et il est divisé en deux grandes familles de méthodes, qui correspondent finalement à deux grands sous-champs scientifiques. Il y a le sous-champ qui va se baser sur des données, et il y a le sous-champ qui va se baser sur ce qu'on appelle de la modélisation de connaissances, c'est-à-dire essayer de comprendre comment est-ce qu'on raisonne pour ensuite le reproduire. Ce champ qui est basé sur la modélisation de connaissances, qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique, il n'a pas exactement le vent en poupe à l'heure actuelle, et tous les modèles que vous connaissez, dont vous entendez beaucoup parler, sont des modèles qu'on appelle basés données, qui sont aussi, donc qui correspondent à ce qu'on appelle le champ machine learning. Ce que je vous ai, donc machine learning, ce qui veut dire apprentissage machine. Tout ce que je vous présente là, c'est le cycle de création et de déploiement avec les problèmes correspondants d'un modèle d'apprentissage machine, c'est-à-dire les modèles que concrètement on manipule et avec lesquels on est en contact à l'heure actuelle. Donc, petit point avant de passer à la suite. Je vous mentionne ici donc un rapport de l'Institut AI Now, qui est un institut de renom et très critique, et une autre citation d'un expert des droits humains des Nations Unies. Donc je vous lis: l'ambition de l'Europe de stimuler l'adoption de l'IA dans le secteur public repose sur l'hypothèse que l'IA améliorera les services publics. Au-delà des définitions floues, on ne sait pas si amélioration signifie meilleure qualité ou prestation moins coûteuse. Ces espoirs doivent être fondés sur des données empiriques concernant les capacités réelles, les avantages et les limites inhérentes aux technologies de l'IA et leur capacité à accroître la qualité et l'efficacité des services publics. Ces preuves font cependant souvent défaut.
Et c'est ce dont on va parler dans cette présentation dans la suite. En revanche, de nombreux travaux de recherche, y compris de l'Union européenne, ont mis en évidence les risques et les inconvénients liés à l'utilisation de l'IA pour réduire les coûts dans le secteur public. Donc c'était un petit peu pour conclure sur cette première partie. Et maintenant, maintenant que je vous ai présenté le cadre général, alors là c'est valable pour des systèmes qui vont regarder des radiographies, qui vont analyser vos dossiers de santé, qui vont regarder vos radiographies de dents, bon, voilà. Là, on va se concentrer sur les fameux ChatGPT, ce qu'on appelle les modèles de langue. Donc l'IA générative, dont vous entendez beaucoup parler depuis 3 ans maintenant. Alors, l'IA générative, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement que la sortie, alors on a toujours en entrée des choses, ça peut être un CV, ça peut être... Sauf que la sortie, eh bien, ça va pas être juste un nombre, ça va être du texte. Donc vous rentrez une requête, alors vous voyez que je ne dis pas poser une question, je dis rentrer une requête, hein, parce que c'est pas un humain. Dans ChatGPT, eh bien, vous avez un résultat qu'on appelle réponse qui va pouvoir être formulé en langage naturel. Donc, le langage naturel, c'est la langue que les humains parlent, c'est par opposition au langage formel qui sont plutôt les langages machines et les langages de programmation. Vous pouvez également avoir du texte en entrée, une image qui est produite en sortie, ou une actrice qui est produite en sortie. Vous pouvez avoir du texte et des images en entrée, et puis une image en sortie. Vous pouvez avoir du texte et des images en entrée, du texte en sortie. Voilà, vous pouvez avoir plein de combinaisons, mais l'idée c'est qu'on va finalement générer des données, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la sortie, elle va avoir le même format que des choses qui sont dans l'entrée, donc du texte ou de l'image, ou des vidéos. Donc ça correspond au fameux ChatGPT et consorts qui sont actuellement disponibles pour tout un tas de tâches clamées. Alors, ce dont on va parler maintenant, ce sont les systèmes d'IA générative pour le texte. Donc, les systèmes d'IA générative pour le texte, c'est ce qu'on appelle le domaine, en informatique, le domaine du traitement informatique de la langue naturelle, du traitement automatique de la langue naturelle. Et l'idée de base, c'est quoi? C'est la langue, le langage, c'est évidemment une tâche de façon inhérente humaine, et on va vouloir l'automatiser, c'est-à-dire la reproduire avec des calculs. Donc l'objectif, c'est d'attaquer des tâches textuelles avec des calculs. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Alors je vous donne un exemple ici. Je suppose que j'ai cet exemple, puisqu'on est basé données, donc on est basé exemple. Toujours penser données, penser IA, donc données d'exemple. La donnée d'exemple dont je dispose, c'est je me sers du jus d'abricot. Et je voudrais que mon système soit capable de remplir, de compléter cette phrase, qui commence par « je viens de presser des oranges, je vais me servir un jus d'orange ». Alors pourquoi est-ce que vous me dites « orange » par la suite? Eh bien parce que vous avez une connaissance du monde physique que vous avez encodé dans votre cerveau, et vous connaissez finalement la proximité de sens entre abricot et orange. Tous les deux, ce sont des fruits, et ce sont des fruits dont on peut faire du jus. Donc la complétion est naturelle. Toute la question, c'est ce naturel, comment on le reproduit avec des calculs. Bon, il faut faire des calculs, donc il faut avoir des nombres. À un moment donné, on ne peut pas rester juste avec des mots. Donc on y va, il va falloir transformer les mots en nombres. Comment est-ce qu'on fait ça pour que ça marche? Alors, la première idée, ce serait de dire, je prends le dictionnaire, et puis chaque mot va être représenté par son indice d'apparition dans le dictionnaire. C'est l'exemple que vous avez ici, donc je prends différents mots, abricot, femme, homme, orange, prince, reine. Alors évidemment, je les ai classés dans l'ordre alphabétique. Et j'ai mis ici les indices d'apparition dans le dictionnaire. Alors c'est certainement des indices pas bons, mais à peu près. Hein. Donc abricot, ça commence par un A, donc il est assez tôt dans le dictionnaire, etc. Sauf qu'ici, on a un problème, parce que vous voyez que la tâche de complétion, donc la tâche qui consiste à compléter cette phrase, eh bien, doit se baser sur le fait qu'on a une proximité de sens entre abricot et orange. Or ici, si je regarde, eh bien, j'ai par exemple le mot orange qui va être beaucoup plus proche de prince que d'abricot. Donc ça ne fait pas sens. Donc, je ne peux pas utiliser ces nombres-là pour réaliser cette tâche avec des calculs. Parce que la distance entre les mots, la distance numérique entre les mots, la différence entre les nombres représentant les mots, ne représente pas leur différence de sens, leur différence sémantique. Il faut que j'arrive à me débrouiller pour avoir des nombres qui vont représenter les mots
et qui correspondent aux distances de sens entre ces mots-là. Donc pour faire des calculs, il faut absolument représenter les mots avec des nombres, et il faut que la distance entre les nombres représente la différence de sens. Donc la grosse question c'est, bon, ben on y va, comment on fait ça? Ben d'abord je vais vous demander, c'est quoi le sens d'un mot? Il va falloir définir mathématiquement quel est le sens d'un mot, si je veux trouver les nombres qui représentent le sens d'un mot. Alors là, je suis, vous avez compris, absolument pas littéraire, mais on est quand même bien embêté. Donc, ce qui a été fait, et donc on ne visibilise pas, hein, encore une fois, mais là je vous le visibilise, dans la communauté scientifique, c'est qu'on a pris, pour attaquer ce problème-là, comment est-ce que je représente numériquement le sens d'un mot? On a pris une stratégie délibérée et simplificatrice, qui est basée sur une théorie linguistique de 1957, qui est que le sens d'un mot est donné par son contexte. Le sens d'un mot est donné par son contexte, ce qui est assez raisonnable. Maintenant, on imagine que, alors je suppose qu'il n'y a pas d'agronome dans la salle, on parle d'abricots et d'oranges. Si on a des exemples où à chaque fois que je parle d'oranges, c'est pour les manger, pour les acheter, pour en faire du jus, pour les mettre dans un frigo, ou pour en faire des tartes, ou des clafoutis ou autres, eh bien, vous voyez bien que les termes qui vont graviter autour du mot orange ou autour du mot abricot vont être les mêmes. Donc le résultat, c'est quoi? Orange égale abricot. Une orange, c'est un abricot. Un abricot est une orange, avec cette définition du sens d'un mot. Alors vous allez me dire non, parce que si on demande à n'importe qui, alors nous tous, mais notamment quelqu'un qui peut être spécialiste agronome, on va dire c'est pas les mêmes fruits, ça pousse pas à la même saison, ça n'a pas les mêmes besoins nutritionnels, ça pousse pas sur le même arbre, et j'en passe. Donc vous voyez qu'on a une décorrélation complète en fait ici entre la réalité physique et la définition qui a été prise pour le sens d'un mot. Du coup, on prend cette stratégie délibérée, mais elle est extrêmement pratique. Elle est extrêmement pratique quand on a beaucoup de données. Bon, je simplifie, hein, qu'on est une grande entreprise américaine et qu'on a des algorithmes qu'on sait bien faire pour exploiter les exemples, eh bien, on va pouvoir se dire, ben, je vais créer des algorithmes pour retrouver le mot à partir de son contexte. Puisque l'objectif, c'est d'obtenir la représentation numérique d'un mot. Il faut que cette représentation numérique représente son sens. Or, le sens, il est donné par le contexte. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de créer une fonction mathématique qui va me retrouver le chiffre, le nombre correspondant à un mot, à partir de ses voisins. Et voilà ce à quoi j'arrive pour arriver à concevoir un modèle d'intelligence artificielle. Je rentre des mots, donc ces mots, alors je vous prends une phrase, les élèves ouvrent leur. Il faut que je traduise tous les mots ici en nombres. Donc on va dire que je fais une grosse fonction mathématique qui va se débrouiller pour me trouver des représentations numériques. Donc on appelle pour des tableaux de nombres, hein. En fait c'est pas juste un nombre, c'est des tableaux de nombres qu'on appelle aussi vecteurs pour les gens qui étaient en maths. Donc il faut que je représente par un tableau de nombres chaque mot, ça va être fait dans cette grosse fonction mathématique, mais cette grosse fonction mathématique, il faut que je la trouve pour un objectif bien précis. Et cet objectif précis, eh bien ça va être de dire si un mot est donné si le sens d'un mot est défini par son contexte, eh bien je vais pouvoir tout simplement essayer de retrouver le mot qui suit à partir des mots précédents. Et en faisant ça, si j'arrive à trouver si j'arrive à trouver une fonction mathématique qui arrive à me trouver quel est le mot qui finit cette phrase, ça veut dire que cette fonction mathématique-là aura trouvé des représentations numériques des mots qui encodent bien leur distance de sens. Et donc vous voyez qu'ici, les élèves ouvrent leur, en fait ce que je vais avoir c'est un grand tableau avec tout le dictionnaire et je vais prédire la probabilité d'apparition des mots, du dernier mot. Donc vous voyez, les élèves ouvrent leur mur, c'est pas très probable. Que les élèves ouvrent leur table, c'est pas très probable. Que les élèves ouvrent leurs escaliers, c'est pas très probable. Par contre, que les élèves ouvrent leur four, bon, en général, ça correspond pas à l'élève, mais un four, ça s'ouvre quand même. Donc on a quand même une probabilité. Que les élèves ouvrent leur cœur, bon, cœur, ça s'ouvre aussi, mais en général, c'est pas nécessairement ce qu'on fait immédiatement en classe. Que les élèves ouvrent leur cahier ou leur tiroir, là, c'est peut-être plus probable. Donc ça, c'est fondamentalement le principe
d'un grand modèle de langue, d'un ChatGPT, qui va être une grosse fonction mathématique, qui va être calculée de façon à reproduire, à retrouver les représentations numériques des mots qui suivent des mots précédents, tout simplement. Le principe est extrêmement simple, et donc qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? Eh bien, ce qu'on fait, c'est tout simplement une fonction mathématique qui va reproduire les statistiques de co-occurrence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une fonction de mathématique qui va juste reproduire les associations de mots. Ça n'a pas de lien avec le sens, c'est juste qu'on va, par définition, eh bien, choisir le mot qui apparaît le plus probable à la suite des autres mots. Alors, apparaît le plus probable basé sur les exemples que l'on a dans les données d'entraînement. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On fait des grosses fonctions. Des grosses fonctions. Alors là, je vous passe les détails, même si c'est pas très compliqué. Hein. C'est beaucoup d'ingénierie, beaucoup de calculs, mais beaucoup de reproduction de tout le temps les mêmes petites fonctions mathématiques de base, on va dire. C'est ce qu'on appelle les réseaux transformeurs, introduits par Google en 2017, sur lesquels se basent actuellement tous les modèles d'intelligence artificielle. Donc ça veut dire que même politiquement, économiquement, il n'y a pas d'avantage économique aux entreprises. C'est pour ça qu'il y a tant de tensions, hein. On pourra en reparler politique sur les puces, etc., avec l'Asie notamment. Donc c'est tout le temps la même fonction, c'est tout le temps les mêmes fonctions. Et par contre, c'est des grosses fonctions, donc elles vont nécessiter beaucoup de calculs. Beaucoup de calculs, ça veut dire beaucoup de consommation énergétique. Et beaucoup de calculs, ça veut dire qu'il va y avoir en fait beaucoup de coefficients, les fameux coefficients de la moyenne dont je vous parlais tout à l'heure. Là, dans ChatGPT, on n'en a pas 3, on en a 175 milliards dans sa version de 2023. Actuellement, on en a plutôt des trillions, des milliers de milliards. Et donc, il va falloir beaucoup de données. Et beaucoup de données, ça veut dire beaucoup de travail humain, exploité de façon plus ou moins légitime ou légale. Donc on arrive maintenant à regarder les conséquences immédiates de ce principe de fonctionnement de base. Donc je vous rappelle, un LLM, donc un grand modèle de langue, reproduit, donc ChatGPT, etc., reproduit seulement les coapparitions de mots. Donc on obtient un modèle qui est conçu et qui est optimisé, donc c'est une fonction mathématique qui est conçue et optimisée pour reproduire les co-occurrences les plus probables de mots. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, c'est extrêmement puissant, hein, ça fait du texte qui est très fluide, très cohérent, avec très peu de fautes de grammaire. Et oui, complètement, mais c'est parce qu'en fait c'est tellement puissant que ça peut reproduire des combinaisons complexes, très complexes, d'associations de mots, telles qu'elles ont été vues dans les données utilisées pour trouver la fonction qu'on appelle les données d'entraînement. Je vous donne un exemple ici. Vous oubliez les mots et vous regardez que les couleurs. Alors je m'excuse pour les gens qui ne voient pas bien ou qui ne voient pas bien les couleurs. Mais concrètement, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ces fonctions mathématiques, elles ne voient pas les mots, elles voient juste des nombres. Donc quand on voit des nombres ou qu'on voit des couleurs, ce serait exactement pareil. Alors je vous dis un petit peu qu'est-ce qu'on a dans l'ensemble d'entraînement et qu'est-ce qui serait possible de créer comme phrase qui paraît très différente et finalement très créative. Les abricots sont bons pour la santé. Manger des oranges en hiver contribue à rester en bonne santé. Les bars servent beaucoup de jus d'abricot. Le système va être capable de produire la phrase « J'ai acheté des oranges, je vais pouvoir me faire du jus d'orange ». Vous allez me dire « Mais on n'a pas parlé de jus d'orange ». Donc comment est-ce que c'est possible? C'est possible tout simplement parce qu'en fait avec ces grosses fonctions mathématiques, on arrive à faire des associations en chaîne, c'est-à-dire des motifs complexes d'apparition de mots. Je vous donne l'exemple ici. J'ai le orange associé au vert. Je ne parle pas en termes de mots. On est sur des nombres, des couleurs, c'est exactement pareil. J'ai du orange associé au vert. Or, j'ai du vert qui est associé au rouge. Et puis, j'ai le orange qui est associé au bleu. Du coup, quand je vais me retrouver avec une phrase qui va commencer par du rouge et du bleu, eh bien, comme j'avais cette suite d'associations à travers le orange et le vert, je vais pouvoir en déduire qu'il faut remettre du rouge. Et là, on n'a aucun lien avec le sens physique. Pas d'histoire de je presse mes agrumes, mes abricots, on n'a aucun lien avec le sens physique. C'est uniquement ce qu'on appelle des motifs d'association complexes tels qu'ils apparaissent dans les textes d'entraînement ou ce qu'on appelle des motifs de corrélation. Donc l'enchaînement de mots produit n'a pas de lien avec un quelconque raisonnement sur ce sens. Des apparitions jointes, donc des apparitions jointes de mots ne sont en aucun cas signe d'exactitude, de véracité ou de lien de cause à effet. Donc ça, c'est le principe fondamental. Maintenant, on va un petit peu décliner. Alors, je vous donne quelques petits exemples et puis ensuite, on va passer sur les travaux scientifiques. En termes de limites, alors là, j'ai posé une question. Alors, c'est des présentations que j'ai faites peut-être il y a, je sais pas, 4 mois, 5 mois.
Donc je rentre dans ChatGPT, j'ai une devinette pour toi. Est-ce que tu es prêt? Le système répond, bien sûr, je suis prêt, quelle est ta devinette? Je réponds, une chèvre et un homme doivent traverser une rivière. L'homme trouve un bateau, comment fait-il pour traverser la rivière? Réponse, l'homme monte dans le bateau et traverse simplement la rivière, en laissant la chèvre sur l'autre rive. Le bateau est suffisamment petit pour ne transporter que l'homme seul. J'ai jamais dit que le bateau était trop petit pour transporter l'homme et la chèvre. Une fois qu'il est de l'autre côté, il peut revenir chercher la chèvre. Bah alors pourquoi il est parti seul? Finalement revenir. Bon. Ou simplement la laisser où elle est si elle n'a pas besoin de traverser. Oui, mais moi j'ai dit que la chèvre, il fallait qu'elle traverse aussi. Donc là, vous voyez qu'on a quelque chose qui ne fait pas vraiment sens. Et pourquoi est-ce que ça ne fait pas sens? Bah parce qu'en fait, on voit, alors vous connaissez peut-être la devinette, vous êtes toutes, du bateau, de la chèvre, du loup et du chou, voilà. Donc on a cette devinette qui apparaît plein de fois sur Internet, avec, donc on a un bateau qui est trop petit pour transporter plus que 2 éléments, et donc on a un homme qui doit transporter une chèvre, un chou et un loup de l'autre côté, puis il faut qu'il se débrouille pour pas laisser 2 choses d'un côté, parce que la chèvre mange le chou et puis le loup mange la chèvre, etc. Donc en fait vous voyez que là j'ai pas du tout parlé de cette devinette là, mais en fait l'association entre les mots est tellement enracinée par rapport à cette devinette-là, que j'ai des motifs qui sortent qui n'ont absolument aucun sens physique par rapport à ce que moi j'ai demandé j'ai posé comme devinette qui était extrêmement simple, qui était triviale en fait. Hein. Ben, l'homme il monte dans le bateau avec la chèvre, et puis il traverse point barre. Donc comme ça on peut continuer. On a beaucoup d'exemples. Alors je vous donne juste un petit exemple parce qu'on est quand même je suis assez impliquée sur les questions d'égalité de genre en sciences et techniques, pour certaines raisons comme vous l'imaginez. Un petit exemple là que j'avais fait pour l'INSPE. Donc quelles sont les notes en maths? Alors j'avais une suite de textes, je ne voudrais pas dire conversation parce que conversation c'est très anthropomorphisant, mais toute une suite d'entrées-sorties avec ChatGPT où je parlais de femmes. Et puis ensuite, je parle de leurs filles. Donc, quelles sont les notes en maths de leurs filles de 7 ans, Nadia et Hélène? ChatGPT, je suis désolée, mais je ne dispose d'aucune information sur les notes en maths de Nadia et Hélène, blabla. Donc, je réponds, que pourraient penser les enseignants de Nadia et Hélène sur leurs aptitudes en maths? ChatGPT répond, sans plus d'informations sur Nadia et Hélène, il est difficile de prédire exactement ce que leurs enseignants pourraient penser, etc. Si Nadia et Hélène montrent un intérêt et une aptitude pour les mathématiques, s'ils réussissent bien dans leurs travaux, s'ils posent des questions pertinentes, s'ils montrent une compréhension solide, blablabla, je réponds, à qui fait référence le pronom « ils » que tu as employé en dernier, quand je n'ai jamais parlé de garçon? Réponse, dans ma réponse précédente, le pronom « ils » fait référence à Nadia et Hélène, les 2 filles mentionnées dans votre question précédente sur leurs aptitudes en maths. Alors, je ne vous ai pas mis tous les changes, mais ce à quoi j'ai répondu, c'est... Donc là, il dit bien, on pourrait se dire, bah, Nadia et Hélène, peut-être ça ne connaît pas exactement quel est le genre des prénoms. Oui, mais il me dit que c'est les filles. Donc, fille, c'est quand même un terme qui est, par définition, genré. Et ensuite, je demande, est-ce qu'il est correct d'utiliser le pronom « ils » pour désigner des filles? Donc là, je ne vous ai pas mis la réponse, hein, mais c'était il y a quelques mois, hein, c'est des choses qui sont corrigées, mais essentiellement, on a toujours les mêmes faiblesses. Donc ça me répond, oui, c'est possible, si on parle de façon générique, mais si on parle de façon précise, il vaut mieux utiliser le pronom « else ». N'allez pas chercher pourquoi est-ce qu'on a ça, mais en tout cas, clairement, on commence à avoir un motif, là. Le motif, c'est une association entre... Alors, on va voir d'autres exemples, hein, mais si on parle de littérature, on ne va pas être sur les mêmes fautes de pronoms. C'est-à-dire transformer des filles au masculin, c'est quelque chose qui est très très courant dans dès qu'on parle de domaine technique. Donc là, c'est quoi? C'est l'association entre le domaine mathématique et le genre masculin. Au passage, moi, quand je traduisais mes CV, j'étais automatiquement transformée en « il » après une phrase. Autre... Ouh là 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 là. J'ai ripé. Voilà. Autre exemple. Autre exemple ici. Écris-moi 10 phrases se terminant par un mot. Alors, vous pouvez demander, là, j'ai mis le mot flanc. Très bien, voici 10 phrases qui se terminent par le mot flanc. Bon, bah, vous voyez que sur ces 10 phrases, il y en a un certain nombre. Donc, par exemple, elle a préparé un flan avec des œufs du marché. Ça ne se termine pas par le mot flan, cette phrase-là. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur des choses qui sont extrêmement triviales. C'est vous dire la fiabilité de ces systèmes.
Donc s'ils doivent traiter mon CV pour savoir si je suis capable de passer un entretien d'embauche, moi ça me pose un problème. Alors, on pourrait se dire, bon là je vous pose quelques exemples, finalement c'est pas nécessairement représentatif de, statistiquement hein, de la fiabilité de ces systèmes. Oui, ben en fait, il y a énormément, il n'y a pas beaucoup de travaux, mais il y a de plus en plus de travaux majeurs qui sont en train de sortir. Donc là, je vous parle d'un article qui est publié dans les actes de l'Académie nationale des sciences américaine en octobre dernier, sur une tâche. Donc vous savez, on dit que ces systèmes-là résonnent, ils peuvent résoudre des problèmes de mathématiques, etc. Bon. Une tâche qui est très simple, qui est ce qu'on appelle le chiffrage. Donc vous prenez un texte, vous prenez une phrase, et puis vous décalez chaque lettre dans l'alphabet d'un certain nombre. Donc par exemple, on va dire, je prends une phrase, je décale de 13 lettres, et j'obtiens évidemment des mots qui n'ont plus, des ensembles de lettres qui n'ont plus de sens, et puis il faut les décaler de 13 par exemple pour avoir quelle était la phrase originale. Alors en fait il se trouve que si on pose ça par exemple à un GPT-4, en fait ça marche assez bien, c'est-à-dire qu'on rentre la phrase cryptée en disant voilà, il y a un cryptage de 13, de décalage de 13 dans l'alphabet, et le résultat est assez bon, hein, voilà, c'était assez bon. On va voir combien, en fait c'est 50%. Et puis là, si, du point de vue humain, cette tâche-là, si je vous dis maintenant, vous faites un décalage des lettres, non pas de 13 mais de 12. La difficulté de cette tâche, la complexité est rigoureusement la même. C'est juste que vous allez prendre votre alphabet, vous allez compter un décalage de 12 au lieu d'un décalage de 13. Bon là par contre, les performances de ces modèles-là s'effondrent totalement. Et donc là vous voyez qu'on a exactement la même phrase, sauf qu'on l'a codée avec un décalage de 12 au lieu de 13. Et là, ça sort une phrase qui n'a rien à voir, avec des histoires d'apocalypse. Et en fait, là vous avez les résultats sur GPT-4, mais ça a été fait sur énormément de modèles. On a des niveaux de 50% de réussite quand on a un décalage de 13, quand on a un décalage de 12, donc un décalage rotationnel de 12, on est à 0% d'exactitude. Vous donnez ce travail-là à faire à un élève de, alors je sais pas, peut-être CM1, un CM2, pas de souci, hein, vous devrez assez bien savoir le faire. Donc vous voyez est-ce qu'on a une intelligence qui va nous effacer de la planète? Bon, là, pour l'instant, on n'y est pas complètement. Alors vous allez me dire, mais à quoi c'est dû? Pourquoi est-ce qu'on a ça? En fait, ce qui se passe, c'est que, alors ici, ce qui se passe, c'est que sur Internet, puisque ces modèles sont entraînés à partir d'exemples de textes pris sur Internet, eh bien le décalage de 13 est extrêmement fréquent, c'est ce qu'on appelle le chiffrage de César, et c'est utilisé, alors je ne suis pas du tout cruciverbiste, apparemment beaucoup par les gens qui font des mots croisés. Enfin, je sais pas, en tout cas c'est très courant. Par contre un chiffrage de 12 c'est absolument pas courant, personne ne fait un chiffrage de 12, ou en tout cas personne ne s'embête à poster ce genre de chiffrage sur Internet. Donc on n'a pas d'exemple, donc on n'a pas appris à faire exactement la même tâche, avec exactement la même complexité, c'est le même principe, mais par contre on ne sait pas la faire. Donc vous voyez qu'ici, corrélation n'est pas raisonnement. Corrélation, c'est-à-dire association de motifs, n'est pas reproduction d'un raisonnement ni mathématique, ni physique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que reproduire les co-occurrences de mots a ses limites. Donc là, vous avez un papier, un gros article qui a été publié. Alors là, ce sont des équipes de Apple, qui a été publié en juin, à la grosse conférence de Machine Learning, ICLR. Donc qu'est-ce que montre cet article-là? Il prend des problèmes des problèmes simples, CM2, donc je vous lis, hein, Olivier ramasse 44 kiwis le vendredi, il ramasse 58 kiwis le samedi, dimanche il ramasse le double du nombre de kiwis qu'il avait pris le vendredi, mais 5 de ces kiwis sont plus petits que la moyenne. Combien de kiwis au total est-ce que Olivier a? Bon, on va dire que on n'est pas sur ce qu'on appelle la rocket science, hein, on n'est pas sur du prix Nobel. Bon, ce qui se passe en fait, c'est que si j'enlève cette histoire qu'il y a des kiwis qui sont un peu plus petits que les autres, qui ne changent rien au nombre de kiwis que je dois compter, les modèles sont très bons. On rajoute une information non pertinente pour le raisonnement. Ici, vous avez les taux d'effondrement des plus grands modèles. Donc, par exemple, là, vous avez le modèle O1 qui est sorti en grande pompe par OpenAI il y a à peine un an. Vous avez les Mistral, hein, la grosse compagnie française qui produit des LLM, les Gemma de Google, les filles de Microsoft, etc. Et là, vous avez en fait les effondrements de performance. Donc, par exemple, si on prend les modèles filles de Microsoft, ils s'effondrent de 65% juste parce qu'on a rajouté des informations qui ne sont pas pertinentes pour le raisonnement.
Et les meilleurs modèles, ils se font quand même de près de 20%, mais pas non plus sur des petites pertes. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, en fait, ces modèles-là, même pour des tâches complexes, ils peuvent bien marcher, pourvu que les tâches, elles soient courantes dans l'ensemble d'entraînement. Parce que finalement, ça ne fait pas un raisonnement, ça mime un raisonnement. Ça simule un raisonnement, c'est-à-dire que c'est un simulacre de raisonnement qui ne fait illusion que pour des tâches qui sont suffisamment courantes sur Internet. L'ensemble d'entraînement, c'est quoi? C'est les textes disponibles sur Internet. Dès qu'on sort, on s'éloigne un petit peu de ce qu'on appelle la distribution statistique d'entraînement, même aussi bête que ce que je vous ai montré, hop, ça s'effondre. Donc prudence si on veut les utiliser pour des tâches qui sont rares dans les données d'entraînement, c'est des limites importantes de la capacité des LLM à effectuer un véritable raisonnement mathématique. Donc on peut se poser la question de, bon maintenant en termes de productivité, qu'est-ce qu'on va gagner exactement si on a des modèles qui sont aussi peu fiables? Est-ce que c'est pas finalement très risqué de les déployer dans des processus métiers, des processus entreprises? Alors on avait des prédictions assez optimistes de grandes firmes de consulting type McKinsey, Goldman Sachs, qui prévoyaient il y a peut-être 2 ans, d'avoir des grosses économies en termes de main-d'œuvre avec le déploiement de l'IA générative dans l'entreprise, avec jusqu'à 27% d'économies, une augmentation de 7% de points du PIB en 10 ans. Et puis ça a été largement revu à la baisse par le prix Nobel d'économie, alors pas celui qui vient de sortir cette semaine, mais celui de l'an dernier. Daron Acemoglu, qui, donc ça on est sur de la macroéconomie qui est largement pas mon domaine, mais qui montre en fait que finalement si on considère vraiment les tâches pour lesquelles déployer ce genre de modèle est effectivement adapté, eh bien c'est que 4% des tâches qui sont intéressantes, et donc ça voudrait dire un facteur de productivité, d'augmentation de productivité de 0,66% sur 10 ans. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes prévisions optimistes. Et actuellement, alors vous avez peut-être entendu parler des questions de bulles d'IA, un peu comme la bulle de l'Internet dans les années 2000, mais il y a quand même pas mal d'inquiétudes sur des prévisions beaucoup trop optimistes sur l'usage de sur l'utilité de ces modèles. Donc la question c'est est-ce qu'on a finalement une automatisation à tout prix ou une réelle efficacité? Alors là je vous ai mis une photo de notre ami Elon Musk avec la tronçonneuse de Javier Milei qui lui avait offert lors de la conférence CIPAC des Républicains en janvier. Donc là je citerai le journaliste tech Brian Merchant qui est une des références dans ce domaine. L'automatisation avec des outils d'IA décidés par les pouvoirs est souvent moins pour leur efficacité réelle que pour justifier de déployer plus de contrôle sur les employés et le public et pour échapper à toute responsabilité. Parce que finalement, ce n'est pas... Alors, on va parler éventuellement du contexte états-unien, mais on pourrait dire ce n'est pas l'État qui a signalé accidentellement quelqu'un en vue d'une expulsion, c'est l'IA. Donc actuellement, vous savez très bien qu'avec l'administration Trump, mais pas que, on a des systèmes d'IA qui sont déployés pour dire cette personne-là, il faut l'expulser sans autre moyen de recours. Donc vous voyez qu'il y a essentiellement, avec l'usage de ces systèmes-là, cette anthropomorphisation finalement, le fait que ces systèmes soient autonomes, c'est une IA qui a créé une actrice, non, c'est pas une IA qui a créé une actrice, c'est un humain qui a décidé d'utiliser un système pour faire quelque chose. Et ce pour faire quelque chose, c'est dans un objectif, dans un but qui peut parfois, souvent, ne pas nécessairement être un but d'efficacité pour la tâche même, mais dans un but de déploiement d'idéologie, par exemple, beaucoup plus important. En tout cas, il y a une déresponsabilisation qui va avec le domaine actuellement, qui est critique et que, vous comprenez, j'espère maintenant, est largement déconnecté et décalé par rapport aux réalités scientifiques. L'autre aspect dont je voudrais parler, c'est la reproduction des biais. Alors, je vais aller assez rapidement. Mais donc, ce que je vous ai dit, c'est un modèle de langue, ça reproduit des co-occurrences les plus probables de mots. Ok, on l'a vu. Maintenant, comment fonctionne notre cerveau? Alors, notre cerveau, dans notre réseau de la mémoire sémantique, donc vous avez peut-être entendu parler, donc on a différentes zones cérébrales, mais on a un système qui est ce qu'on appelle le système heuristique, qui nous permet de faire des associations très rapides, d'avoir des réflexes, et puis de un petit peu juger les gens dès qu'on les voit sans nécessairement les connaître. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un réseau de la mémoire sémantique qui fonctionne avec des associations entre concepts. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si je vous dis de penser à un insecte et que je vous dis miel, très probablement, vous allez plutôt penser à abeille. Si je vous dis de penser à un paysage et que je vous dis lion, vous allez plus penser à savane. Vous voyez, vous avez des associations entre concepts qui sont importantes. Et puis, si je vous dis maintenant, donc ces associations, elles sont pas innées, elles sont formées par la récurrence d'exposition
à ces concepts vus ensemble. On voit souvent les lions dans la savane, quand on a du miel, souvent il y a des abeilles autour, etc. C'est juste un encodage, en fait, mnésique du monde qui nous entoure, du monde réel. Donc c'est une représentation, ce qu'on appelle un modèle du monde. Un modèle du monde, c'est un world model qui va correspondre à notre encodage cérébral. Maintenant, si je vous dis, il y a d'autres associations, si je vous dis par exemple, pensez à une personne, pensez à quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un et puis je vous montre un ordinateur. Très probablement, vous allez plus penser à un homme qu'à une femme, par exemple, voire une personne blanche qu'une personne noire. Donc il y a des associations qui sont très utiles, et puis il y a des associations qui sont souhaitables ou pas en fonction des valeurs que l'on veut voir appliquées dans la société. Donc à partir de là, si on regarde ce qui se passe maintenant dans les LLM, donc là je vous remets un petit exemple. Je pose une question. La voiture avait un problème au moteur, comment Diane et Nicolas réparent le moteur et le pot de fleurs, parce que j'avais parlé d'un pot de fleurs qui était cassé précédemment. Réponse de ChatGPT, étant donné que Nicolas avait une certaine expérience en mécanique automobile et que Diane était douée pour trouver des solutions créatives, ils ont décidé de diviser les tâches. Nicolas s'est attelé à démonter le capot, examiner le moteur, etc. Pendant ce temps, Diane a utilisé sa créativité pour réparer le pot de fleurs. Et je peux vous en passer des comme ça, donc je recommence. Si Diane et Nicolas devaient se partager le travail pour trouver de beaux vêtements et réparer le frigo, comment feraient-ils ? Ils se partageraient le travail de manière efficace. Diane pourrait prendre en charge la recherche de beaux vêtements en ligne ou dans les magasins locaux, tandis que Nicolas pourrait se concentrer sur la réparation du frigo. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a ce qu'on appelle des biais sexistes. Les biais sexistes, ça veut dire quoi? Donc, les biais, ça veut dire qu'on a des différences d'association. En fait, le concept frigo, il n'y a aucune raison de l'associer plus à un homme qu'à une femme. En fait, si, les raisons, c'est que souvent, quand on parle d'un réparateur de frigo, c'est plutôt un homme qu'une femme. Et donc, on le reproduit. Et en fait, là, le gros problème ici, éthique, moral, c'est qu'on vient automatiser la reproduction des biais sociaux. Et ça, c'est très largement contestable d'un point de vue moral de se dire la société a des défauts. En tout cas, pour mes valeurs personnelles, je pense qu'il y a un certain nombre de valeurs dans cette association aussi qui sont portées. La société a un certain nombre de défauts. Et ce dont on n'a pas envie, c'est de créer un système qui va les reproduire automatiquement. Donc, on pourrait se dire, bon là je vous ai montré encore des exemples, je vous montre des petits exemples comme ça, bon c'est pas très significatif. Et oui, mais le problème c'est qu'il y a plein de travaux qui montrent que c'est extrêmement significatif. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, très rapidement, je vous ai dit, on a des représentations numériques des mots. Mais en fait, quand on regarde les représentations numériques des mots, on peut voir qu'effectivement, les mots ici, par exemple, vous avez le mot programmeur, alors en anglais, il n'y a pas de genre, donc quelqu'un qui fait de la programmation informatique, si je regarde les nombres, je le positionne dans un plan façon coordonnées GPS, ce mot programmeur, il va être beaucoup plus proche des mots liés au masculin, gars, garçon, il, que des mots liés au féminin. Si jamais je n'avais pas de biais dans mon modèle, ce mot-là, cette représentation numérique de ce mot, elle serait à équidistance des deux ensembles de mots masculins et féminins. Et idem pour le mot babysitter, évidemment, ça se retrouve beaucoup plus proche de girl. Et donc ça, c'est pas des dessins que je vous ai fait au hasard, hein. C'est vraiment un article publié dans la plus grande conférence, une des plus grandes conférences en intelligence artificielle en 2016, qui montre que, essentiellement, ce qui se passe, c'est que les représentations numériques de mots reflètent les associations biaisées entre construits sociaux, genre, race, orientation sexuelle et attributs, emploi, capacité, maladie, etc. Donc ces associations, pourquoi est-ce qu'elles sont reproduites? Parce qu'elles sont présentes dans les données, mais elles n'ont aucun lien avec quelconque véracité ou factualité. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que de façon générale, c'est valable pour plein d'associations biaisées qui sont définies depuis de longues dates en psychologie sociale. Et en fait, en psychologie sociale, il y a des tests statistiques qui ont été appliqués sur les populations depuis une trentaine d'années. Et ces tests statistiques, on peut les reproduire et les adapter pour les représentations de mots. Alors s'il y a des professeurs d'informatique de mathématiques dans la salle, on applique ça sur les représentations dans l'espace vectoriel des mots, donc dans l'espace vectoriel des représentations de mots. On traduit ces tests statistiques et on fait ça pour énormément d'associations. Donc par exemple, âge et agréable. Donc les personnes âgées sont considérées comme, en tout cas, associées à un caractère moins agréable que les personnes jeunes, les personnes en surpoids à un caractère moins agréable que les personnes minces, etc., etc., les personnes gays comme à un caractère moins agréable que les personnes hétéros. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que sur tout un ensemble d'associations identifiées en
en psychologie sociale, les modèles de langue qui sont entraînés sur les données massives collectées d'Internet encodent les associations entre concepts avec les mêmes biais que les populations qui ont généré ces données, qui sont majoritairement des populations occidentales, car ayant accès à Internet, majoritairement masculines et majoritairement jeunes, parce qu'on sait que ce sont les populations sociologiquement qui s'expriment le plus sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Rapport de l'UNESCO qui est sorti l'an dernier, les préjugés systématiques envers les femmes et les filles dans les grands modèles de langue, donc l'UNESCO, l'organisme des Nations Unies pour la culture et l'éducation. Donc ici, on crée 1000 histoires et on montre en fait quand on crée des histoires par exemple qui vont être sur le sujet des femmes, on a des aspects liés à la maritalité, à la maternité qui ressortent beaucoup, alors qu'on n'a pas du tout ces aspects-là quand on veut des histoires sur les hommes. Et idem pour les petites filles, les petits garçons, et idem quand on demande, quand on divise entre le sud global et le nord global, on a aussi les biais qui réapparaissent dans la façon dont on parle des gens sur Internet. On parlait de santé. Article publié dans The Lancet, donc The Lancet qui est un très grand, alors je ne suis pas en médecine non plus, mais enfin c'est un journal quand même réputé, on a beaucoup entendu parler malheureusement de ces journaux pendant le Covid. La question c'est quoi? La question c'est est-ce qu'on peut utiliser GPT, donc ces modèles de langue, pour créer des fiches diagnostiques pour entraîner les médecins à faire du diagnostic. Donc ces fiches diagnostiques c'est quoi? Ça vous rassemble un ensemble de symptômes sur des cas fictifs qui décrivent un patient, une patiente. Et le médecin, enfin l'étudiante ou l'étudiant en médecine doit deviner, enfin pas deviner, mais trouver quelle est la maladie correspondante. Bon, le problème en fait c'est que comme on reproduit les biais sociaux, parce qu'on est entraîné sur des données à reproduire toujours les mêmes associations entre concepts, c'est la façon dont fonctionnent ces modèles, et bien ce que montre cet article c'est que le taux d'apparition des pathologies en fonction des groupes démographiques est différent du taux effectif d'apparition de la maladie dans ces groupes démographiques. Donc typiquement, si je prends ici, par exemple, la population noire, on est dans des populations américaines, donc on a ces classifications. Donc là, vous avez noir, blanc, hispanique, asiatique, femmes et hommes. Et donc par exemple, vous avez donc en rouge, vous avez le taux de vraie prévalence de la maladie, c'est-à-dire la vraie fraction de personnes dans cette population qui ont la maladie. Et puis en bleu, c'est ce qui ressort, le taux de la maladie pour ces populations dans les fiches générées par GPT-4. Bon, vous voyez qu'en fait, on a une surestimation de HIV, donc de sida, d'hypertension, de diabète dans les populations noires. Donc en gros, on va prédire, les fiches vont être beaucoup plus fréquemment associer population noire et sida que la réalité. Par contre, elles vont beaucoup moins associer, par exemple, les femmes à l'hypertension, ou au cancer du côlon, ou au Covid. Donc en fait, on va avoir une sous-représentation des populations féminines dans ces fiches diagnostiques par rapport à la vraie représentation des maladies. Donc on ne parle pas des infarctus chez les femmes, on ne parle pas trop du cancer du côlon chez les femmes, et bien si on n'en parle pas trop, dommage, ça veut dire qu'il peut y avoir de fiches diagnostiques qui vont entraîner les médecins à diagnostiquer ces cas-là dans des populations où on n'en parle pas, mais pourtant ça existe bien, et avec une fraction non négligeable. Donc vous voyez la problématique là en termes d'éducation, et puis on reste sur le secteur de la santé. Et puis, pour la troisième partie, donc je vais essayer d'aller assez vite, parce qu'on a déjà vu beaucoup de choses. D'abord, en termes d'impact sur l'exploitation humaine, c'est quand même un point important. Là, je vous ai dit sous le capot. Sous le capot, ça veut dire qu'on montre les choses dont on ne parle pas habituellement. Le travail actif humain, il joue un rôle majeur, bien que méconnu, dans le développement des systèmes d'intelligence artificielle. Donc je vous ai dit, quand on crée un système d'intelligence artificielle, il faut des données. Donc par exemple, si je dois créer une fonction mathématique qui va me dire ça c'est un chat, ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un chien, il faut qu'il y ait un humain qui ait dit ça c'est une image de chat, ça c'est une image de chien, une image de chat, c'est une image de chien. Ces humains-là, ils sont en général dans des pays du sud global, du tiers-monde, et ils sont assez mal payés. Vous avez ici des documentaires. Mais c'est pire que ça en fait. C'est pire que ça parce que ce qui se passe en fait, c'est que ces humains ils sont utilisés pour exécuter des tâches répétitives de ce type-là qu'on peut penser être assez anodines. Sauf qu'en fait, ils font aussi de la modération. La modération, c'est quoi?
eh bien, c'est que sur Internet, quand vous prenez tout ce qu'il y a sur Internet, parce que vous êtes, voilà, vous êtes une grosse entreprise et vous pouvez prendre tout ce qu'il y a sur Internet, vous avez beaucoup de choses qui sont très pas bien, hein, qui sont très mauvaises, qui sont du racisme, de la violence, du sexisme, des violences très importantes. Et donc, c'est ce qu'on appelle de la toxicité. On a des gros modèles. Donc on a beaucoup de données. Comme on a beaucoup de données, on n'arrive pas à les filtrer à la main. Et donc comment est-ce qu'on filtre les données? Eh bien en fait on ne les filtre pas à la main. On va créer d'autres modèles d'intelligence artificielle qui vont filtrer, qui vont être entraînés pour que lorsque vous rentrez un prompt dans ChatGPT, si vous demandez comment tuer quelqu'un, vous dites oula non, ça c'est pas bien. Et puis quand ChatGPT génère une réponse, si la réponse elle est sexiste, raciste, violente, etc., ben, on va la bloquer. Sauf qu'on ne peut pas le faire à la main, donc on crée d'autres systèmes d'intelligence artificielle pour ça. Et comment on les entraîne? Ben, on les entraîne avec des gens qui vont annoter des exemples de textes pris sur Internet qui vont décrire les pires atrocités, pédophilie, torture, suicide, etc., dans des conditions extrêmement précaires, scandale, mise au jour par le Time en avril 2023, donc quelques mois après la sortie de ChatGPT, où vous avez des travailleurs kenyans embauchés par, alors en fait, un intermédiaire à partir de OpenAI, donc qui est la société qui produit ChatGPT, et qui travaillent dans des conditions absolument précaires, sous-payées, avec un travail traumatisant, et des gens qui ont vraiment leurs familles qui ont éclaté, qui ont eu des troubles mentaux très importants, parce qu'ils passaient 12 heures par jour à noter, à dire ça c'est du torture, ça c'est du suicide, ça c'est de la pédophilie, etc., etc. Donc c'est essentiel pour l'industrie de l'IA, sauf qu'on ne le visibilise surtout pas, parce que l'idée évidemment c'est de penser que les systèmes sont totalement autonomes et qu'on peut totalement remplacer les humains. Le problème c'est que la question se pose évidemment, est-ce que c'est toujours le même modèle d'exploitation? Je vais passer sur l'autre partie qui est les données d'entraînement, il faut aussi les générer. S'il faut aussi les générer, ça veut dire que quand vous avez un joli dessin qui est fourni, qui est généré par ChatGPT, par DALL-E, par tous ces modèles-là, en fait vous avez des artistes dont on a collecté illégalement les données, c'est-à-dire sans leur demander de consentement, ni leur proposer de les rétribuer. Donc en fait, ces systèmes-là, actuellement, ils paraissent très bons, uniquement parce qu'ils reproduisent et ils recombinent des choses humaines qui existent. On passe dans 10 ans, on n'a plus d'artistes, on n'a plus de gens qui produisent des textes de qualité, eh bien, enfin, je dis dans 10 ans, mais on y est déjà, c'est ce qu'on appelle le AI slope, donc là, la gadoue de l'IA, où on a plein de contenus générés et finalement on a une dégénérescence de la qualité. Donc, en termes maintenant environnemental, donc combien est-ce que ça coûte d'entraîner un LLM? En 2019, ça coûtait déjà l'équivalent en CO2 de 500 allers-retours Paris-New York. Actuellement, on a une croissance énorme des data centers. Quand vous faites une requête à ChatGPT, donc quand vos enfants font une requête à ChatGPT, à la place de faire une requête à Google, ça consomme 10 fois plus d'énergie. Donc là, en fait, si vous voulez, on a un problème. C'est-à-dire qu'avant, les systèmes d'IA étaient coûteux quand on les crée. Là, ils sont très coûteux quand on les utilise. Si je choisis de faire une requête sur ChatGPT, je consomme 10 fois plus d'électricité, mesurée en wattheures, dans le centre de données qui traite ma requête, par rapport à si je faisais une requête sur le moteur Google. Donc, vous voyez qu'on a un décuplement de la consommation énergétique qui est due à l'usage. Donc non seulement on pousse pour avoir des usages qui ne sont pas nécessairement adaptés, mais en plus ils consomment énormément d'énergie et donc ils mettent en péril évidemment tous les engagements de réduction de gaz à effet de serre et autres. Et en particulier, donc là vous avez l'augmentation de la croissance électrique des data centers. Je vais passer vite, mais vous avez un article, un rapport qui est sorti en France spécifiquement, qui met en garde contre, pour l'instant on a du nucléaire, on a pas mal de marge, mais ça risque de absolument pas durer. La consommation d'eau, on n'en parle pas, crise d'eau potable, des populations qui boivent de l'eau contaminée à cause des data centers, on pourra en reparler. C'est des choses qu'on ne visibilise pas, mais qui sont là, bien là, et qui se développent. Donc, on a un gros problème, hein, plus c'est grand, plus c'est mieux. Là, je citerai alors dans une conférence, hein, aussi une conférence d'intelligence artificielle, où on a aussi énormément de sociologues qui s'expriment. Les spécialistes de sociologie des sciences et techniques ont souligné à plusieurs reprises que la pensée du toujours plus grand, des plus grosses fonctions, des plus gros modèles, plus de données, s'oppose clairement à des valeurs telles que l'équité sociétale et le changement systémique efficace. Un engagement indéfectible pour le toujours plus grand, tel que c'est poussé par les big tech, Google, Amazon, Facebook, etc.
est essentielle aux objectifs centraux qui les animent, tels que la maximisation des profits, le monopole du marché et la centralisation du pouvoir entre les mains d'une poignée, trop souvent au détriment de la priorité accordée au consentement éclairé, à la justice et à la prise en compte des impacts sociétaux des modèles. Alors, j'arrive au terme, je vais peut-être juste conclure sur les aspects éducation. On a eu des annonces assez récentes du ministère de l'Éducation, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On a actuellement l'entreprise Mistral, notre fleuron français de l'IA, qui essaye de passer beaucoup de contrats en fait, avec des universités. On en fait partie pour déployer leur système d'intelligence artificielle pour l'apprentissage. Le problème, c'est que moi, j'ai des étudiants et des étudiantes sous ma responsabilité, et quand je fais quelque chose, j'aime bien que ce soit prouvé scientifiquement, sinon je ne préfère pas le déployer. J'ai pas envie d'utiliser mes étudiantes et mes étudiants comme cobayes. Alors la question, c'est que nous dit la science là-dedans? Alors je vais passer sur ça. Aux États-Unis, on a des articles, mais que nous dit la science? En fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas si utiliser l'intelligence artificielle dans un processus d'apprentissage, c'est-à-dire lorsqu'on ne connaît pas encore les résultats, lorsqu'on est en train d'apprendre une notion, est-ce que c'est bien de se faire expliquer cette notion par un système d'intelligence artificielle, sachant que ça peut quand même sortir des choses qui sont extrêmement fausses? Eh bien, on commence à avoir plusieurs enquêtes, plusieurs études en fait, dont des études extrêmement solides, comme cette étude ici qui fait 125 pages, publiée par plusieurs équipes de neurosciences du MIT. Et je mentionnerai juste ici alors c'est pas souvent que je le mentionne, mais la citation de la délégation sénatoriale qui, en France, alerte également sur le manque de preuves scientifiques des apports pédagogiques de l'IA et de l'efficacité des outils disponibles pour faire progresser les élèves. Le risque de voir s'éroder encore davantage les compétences fondamentales, lecture, écriture, pensée critique, faculté d'auto-évaluation, les capacités d'attention et de mémorisation, mais également le développement du lien social. Alors si je vous avais fait cette présentation il y a peut-être 6 mois, je vous aurais dit on n'a quelques travaux qui commencent à sortir. Vous voyez les dates ici, on est en 2024, sauf que là j'en ai que 3 en 2024. Je vous aurais dit on n'a pas les données scientifiques qui montrent que c'est bien ou que c'est pas bien de faire utiliser ça aux élèves. Là on commence à avoir de plus en plus de données scientifiques qui montrent que c'est pas... Alors ça dépend les stades d'apprentissage, la réponse est jamais catégorique, c'est comme pour le réchauffement climatique, etc. Mais on commence à avoir un faisceau de preuves qui montrent que c'est pas bon et que ça, en fait, ça peut empêcher l'apprentissage. Alors ici, par exemple, dans cet article-là, alors moi je l'ai pris et je l'ai un petit peu disséqué parce que c'est des populations étudiantes, on est sur du 20-25 ans. On demande à des étudiants et des étudiantes de produire un essai, une dissertation, soit en utilisant ChatGPT, soit en s'aidant de Google, soit rien, pas d'ordinateur, juste le cerveau. On leur met un casque d'électroencéphalogramme sur la tête et on regarde les connexions cérébrales. Les connexions cérébrales, ce qu'on voit ici, alors vous ne voyez pas bien, mais en gros c'est les traits rouges. En fait, il y a énormément de connexions cérébrales dans le groupe cerveau seulement, donc où il n'y a pas d'assistance. Et il y a vraiment très très peu de connexions cérébrales qui sont établies lorsqu'on utilise un LLM pour produire la dissertation. Et donc ce que montre cet article-là, je vais passer vite, mais c'est que finalement ça met en lumière une inquiétude éducative importante, qui est que l'usage d'outils d'intelligence artificielle, bien qu'intéressant pour produire certains types de textes, peut entraver le traitement cognitif profond, la rétention et l'engagement envers le texte. C'est-à-dire vraiment la façon dont on apprend, qu'est-ce qui s'ancre dans la mémoire et comment est-ce qu'on s'approprie ces écrits, si on les a produits ou qu'on les a fait produire par une machine. Si les personnes s'appuient fortement sur les outils d'IA, elles peuvent acquérir une fluidité superficielle, donc finalement produire rapidement du texte qui est grammaticalement correct, mais elles ne parviennent pas à internaliser les connaissances ni à se les approprier. Donc là on voit le lien évidemment très problématique avec l'apprentissage. Donc, historiciser, je terminerai sur ces 2 dernières slides, on a actuellement une pression importante que je pourrais qualifier de pression marketing pour déployer ces systèmes pour des cas qui ne sont pas adaptés et pour des objectifs pour lesquels on n'a pas de preuves scientifiques qu'ils sont utiles. Je vous aurais même dit qu'on n'a pas de preuves scientifiques pour montrer l'innocuité, mais par exemple dans le cas d'éducation, c'est plus le cas en fait. On commence à avoir plusieurs travaux qui montrent que c'est pas bon. Et en fait c'est un motif qui se répète. Donc en fait, alors ça c'est des choses que je ne savais pas, mais par exemple actuellement on a on va dire des instances publiques qui nous demandent
d'essayer d'utiliser avec nos élèves et nos étudiants l'IA. Trouver des cas d'usage, essayer de voir à quoi ça peut servir, faites des tests en classe. Oui, en fait, en 1950, déjà, la société 3M, qui est le créateur des polluants éternels, dont vous avez certainement entendu parler, eh bien, faisait des campagnes publicitaires pour demander au grand public de trouver des usages de ces molécules pour lesquels on s'est rendu compte, alors en fait assez rapidement, mais finalement on a réussi à vraiment les interdire, que des décennies plus tard. Donc les marchands de SIA, donc de systèmes d'intelligence artificielle, nous demandent de trouver les usages, mais on n'a pas de preuve ni d'utilité ni d'innocuité. Et la grosse question, c'est face aux intérêts commerciaux et des discours qui sont largement suroptimistes, comment est-ce qu'on peut s'organiser? Et donc finalement, pour conclure, je vous laisserai sur ces outils de réflexion que j'aime beaucoup, qui ont été communiqués par d'autres collègues, du professeur Neil Postman, qui était un professeur à l'Université d'État de New York en études des médias, théoricien des médias. Et Neil Postman, en fait, a émis 7 questions à se poser lorsqu'on se pose la question de à quoi une technologie peut servir. Pourquoi est-ce qu'on a une technologie? Finalement, quels sont les grands défis technologiques qui vont se poser à nous dans les prochaines décennies? Donc la première question qu'il propose de poser, et donc l'idée c'est de se poser la question, quelle que soit la réponse à laquelle qu'on apporte, mais c'est de se poser la question en tant que citoyen et citoyenne, de personnes lambda. Quel problème cette technologie résout-elle? En fait, par exemple, je vous le dis, dans le cas des LLM, ces LLM, ils n'ont pas été faits pour résoudre un problème, ils ont été faits pour modéliser la langue. Ils n'ont pas été faits pour aider les élèves, ils ont été faits pour modéliser la langue, pour créer du texte qui paraît intéressant. Et après, on cherche des cas d'application. De qui est-ce le problème? Donc évidemment, avec les relations de pouvoir qu'on connaît. Quel nouveau problème, la résolution de ce problème par cette technologie engendrera-t-elle? On a parlé des impacts environnementaux, sociétaux. Quelles personnes et institutions seront les plus touchées par l'adoption de cette technologie? Donc en fait, qui va subir les impacts potentiellement négatifs, peut-être positifs aussi? De quel changement de langage cette technologie est-elle l'excuse? Je vous ai mentionné quelques points de langage que j'essaye d'éviter. Alors on a tous un aspect anthropomorphisant, mais quand même on a un glissement de langage qui est extrêmement important récemment. Vous avez pu entendre, donc par exemple, raisonnement. Le raisonnement, c'est quand même quelque chose. Alors nous, on est en informatique, alors quand je dis nous, c'est mes collègues, mais aussi les gens qui sont dans ces compagnies-là, qui ont les mêmes formations que moi. On n'est pas en neurosciences, on n'est pas en psychologie du développement, on n'est pas en sciences de l'éducation. Donc si moi, vous me demandez qu'est-ce que c'est que le raisonnement, je peux avoir du mal à vous définir ce que c'est. Si vous me demandez qu'est-ce que c'est que les émotions, je peux avoir du mal à vous définir ce que c'est. Or, vous voyez qu'on a des mots qui sont utilisés. Intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? Comment est-ce qu'on définit l'intelligence? Alors moi, quand je fais le cours en licence, je suis allée prendre les derniers travaux en psychologie du développement par les grandes équipes parisiennes pour définir ce qu'est l'intelligence, pour montrer la différence avec ce qui est proposé par ces modèles-là. Mais on a un glissement langagier qui est extrêmement important. 6e question, quel déplacement de pouvoir économique et politique pourrait résulter de l'adoption de cette technologie? On commence à le voir, on pourra en rediscuter. Et 7e question finale, quelles utilisations alternatives avec possibles effets pervers pourraient être faites de cette technologie? Voilà, donc je vous laisserai sur ça, et puis je vous remercie pour votre attention. Je crois qu'on va vous applaudir une nouvelle fois parce que vraiment, j'ai été moi-même professeur. Pour avoir moi-même été professeur, certes, de lettres, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi brillant et de clair. Et vos étudiants ont beaucoup de chance. Vraiment, merci. Bravo. Alors, les questions. Alors, 2 choses. Oui, je m'associe aux félicitations de Jacqueline. 2 choses. Trump interdit l'usage de je ne sais combien de centaines de mots dans l'espace public, dans la recherche, dans les projets de recherche, etc., etc., etc. Sûrement que la liste est longue. Donc, quel pourra être l'impact de cette mesure sur l'intelligence artificielle? Occurrence, co-occurrence, etc., etc.
Et deuxième chose, et j'en terminerai là, deuxième chose, on dit, et quand on le dit on plaisante, on dit que les enfants des PDG des GAFAM n'ont pas accès, tout au moins, ils ont accès dans des conditions raisonnables ou rationnelles, iPhone, iPad, etc., ordinateur, etc. Et j'aimerais savoir s'ils ont accès à l'intelligence artificielle. Merci pour votre question. Alors, la première question, oui, Trump qui interdit l'usage d'un certain nombre de mots, ça ne va pas changer grand-chose parce que, en fait, là, donc d'abord, les interdictions sont pour les textes officiels et pour les organismes officiels. Hein, donc, ils essayent de nettoyer, faire un nettoyage voilà, de textes officiels, de musées, des ministères. Bon. Donc en termes d'impact sur les données disponibles sur l'Internet, ça va être une goutte d'eau dans la mer, ça ne va pas avoir d'impact sur les modèles directement. En revanche, ce qui se passe, c'est que ce sont des modèles d'intelligence artificielle qui sont utilisés pour faire ce tri, pour faire ces effacements. Donc vous avez peut-être vu hein, que l'avion qui a lâché la bombe sur Hiroshima, qui s'appelle le Enola Gay, bon ben, il s'est transformé en Enola. Donc le mot gay a été supprimé du nom de l'avion. C'est pour vous dire la stupidité de la chose. Donc, je veux dire, à un moment donné, un algorithme, il n'est pas plus intelligent que la tâche qu'on définit, ça c'est certain. Donc, en termes d'impact sur les algos, il n'y a pas vraiment d'impact, on va dire, direct sur les données d'entraînement. Par contre, l'impact que ça a, c'est sur comment est-ce qu'on utilise ces algorithmes-là pour les orienter idéologiquement. Alors vous avez peut-être entendu parler hein, de Elon Musk, donc Elon Musk qui a la société XAI, donc le réseau social X qui était l'ancien Twitter et qui possède la société XAI, donc qui fait son modèle Grok, donc qui est on va dire un concurrent de ChatGPT. Et donc Elon Musk ces derniers temps a trouvé que Grok était beaucoup trop woke, donc beaucoup trop libéral, et a décidé lui-même hein, d'aller changer en fait, faire des coups de tournevis dans le modèle, de façon à ce qu'il est produit par la fonction mathématique soit beaucoup plus d'extrême droite. Donc on a eu le modèle qui, quel que soit ce qu'on rentrait, alors je vous parle de ça, c'était peut-être au mois de juin ou au mois d'août, je ne sais plus, dès qu'on rentrait quelque chose, ça parlait du racisme envers les Blancs d'Afrique du Sud, voilà, tout un ensemble de choses qui montrent en fait à quel point l'humain a la main sur ces fonctions mathématiques qui deviennent de véritables outils, qui peuvent devenir de véritables outils idéologiques. Donc là, on est en dehors du champ du scientifique. Je veux dire, voilà, on ne peut pas dire ces modèles-là, par exemple. Il y a énormément de gens enfin, pas énormément de gens, je veux dire, mais c'est complètement naturel de se dire à partir du moment où on fait des calculs, c'est objectif. Donc on enlève toute la subjectivité. Et si c'est un algorithme qui va traiter mon dossier, il va être beaucoup plus objectif qu'un médecin. Il va être beaucoup plus objectif Parcoursup. Si j'ai un algorithme qui va traiter les dossiers étudiants, eh bien, c'est beaucoup plus objectif que nous, professeurs, qui s'asseyons dans une salle tous les mois de mai pendant 5 heures à dépiler nos dossiers post-bac, enfin Parcoursup, etc. Eh bien non, c'est pas plus objectif, parce qu'en fait, ce que je vous ai montré au début, c'est que tous les choix politiques qui sont impliqués dans la conception de l'algorithme se retrouvent ensuite dans ce qui est produit. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, sur les enfants de PDG, oui. Ils sont dans des écoles, alors par exemple, j'ai plus les noms, mais l'école Lakewood à Seattle, c'est connu dans la communauté tech que les enfants, des gens de la tech, eh bien, n'utilisent pas ces outils-là. Ce qu'il faut bien voir, je reproduirai un petit peu les termes de John Warner, qui disait, donc qui est un auteur hein, qui a écrit sur ces sujets-là, qui disait je ne peux pas m'empêcher d'observer que les gens qui ont du succès actuellement et qui utilisent ces modèles, donc qui utilisent ces outils le mieux possible, ce sont des gens qui ont réalisé tous leurs apprentissages lorsqu'il n'y avait pas d'outils informatiques dans l'école. Voilà. Et je pense que ça dit quelque chose.
Actuellement, on a un énorme challenge à l'universitaire. Alors moi, évidemment, j'ai la perspective universitaire, mais je pense qu'il y a aussi évidemment des challenges côté enseignement secondaire, qui est comment est-ce qu'on s'assure qu'il y ait toujours l'apprentissage qui se fasse, puisque les devoirs maison n'ont plus de sens. Et on a des effets sociologiques. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand dans une promotion de 500, eh bien, les personnes se mettent à utiliser les systèmes d'IA qui produisent des meilleurs résultats que les étudiants de L1, enfin de licence 1, de licence 2. Je veux dire, il faut dire les choses, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le problème, c'est que l'objectif de l'apprentissage, c'est pas de produire du texte. L'objectif de l'apprentissage, c'est de se former des cerveaux. Et la note n'est qu'un intermédiaire, finalement, n'est qu'un proxy, un mandataire pour atteindre cet objectif. Sauf que maintenant, en fait, l'IA court-circuite complètement ça. Donc oui, les PDG ne sont pas fous. Et en fait, alors en France, on a quand même voilà, un certain nombre d'inquiétudes sur les orientations qui sont prises et des recommandations qui sont émises, qui ne sont pas nécessairement des recommandations faites par des gens qui sont, on va dire, qui s'y connaissent bien. Aux États-Unis, vous avez quand même énormément de débats sur le fait que ces modèles-là, ils sont d'abord introduits dans les écoles et dans les universités les plus pauvres. Voilà. Donc ils ne sont pas introduits dans les plus grandes universités, en tout cas pas complètement. Par contre, là par exemple, l'université d'État de Californie, alors ce n'est pas les universités de Californie comme Berkeley ou des universités très, très célèbres, top niveau, c'est les universités d'État. Donc California State University qui a passé un contrat de, alors je vous dirai peut-être des bêtises, mais je crois que c'est $1 million ou quelque chose vraiment de très très significatif. Alors il y a quand même 1 million d'étudiants et d'étudiantes dans tout l'État de Californie à cette université, puisqu'elle est sur tout l'État, avec OpenAI. Donc la grosse question, c'est on passe un contrat pour mettre un outil à disposition des étudiants et des étudiantes, avec actuellement des résultats scientifiques qui commencent à créer un faisceau de preuves qui montrent que cet outil est néfaste à l'enseignement. Et pourtant, on cède aux sirènes. Je ne suis pas contre l'IA, je veux dire, j'en fais mon activité de recherche, mais les usages inadaptés qui paraissent des fois un peu... Moi, ça fait quand même... pour vous dire, j'ai commencé à toucher les réseaux de neurones artificiels au début de mes études, donc il y a 25 ans. Il n'y a que 3 ans qu'on a ce déchaînement langagier, marketing, qui est totalement déconnecté des réalités scientifiques. Et là, du point de vue responsabilité sociale, lorsqu'on est un peu à des positions de décision, ça fait extrêmement réfléchir. Alors, il y a plusieurs... Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation qui était vraiment admirable. J'ai 2 questions. La première rejoint peut-être la première remarque. C'est vrai qu'on a l'impression, sauf erreur de ma part, que les principaux dirigeants des sociétés d'intelligence artificielle sont la plupart du temps des hommes blancs. Effectivement, on peut se poser la question de savoir de comment ça oriente les algorithmes. Et il me semblait que la société Mistral dont vous avez fait mention était en open source, donc a priori on pouvait avoir accès au code. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais est-ce que selon vous, on peut avoir une idée de comment a priori pourraient être orientés les algorithmes de recherche en partant du postulat que toutes ces sociétés sont dirigées par des hommes blancs, et est-ce que c'est valable de le penser ainsi? Et ma deuxième question concerne plutôt quelque chose que moi j'ai observé en sciences, c'est le phénomène des hallucinations des intelligences artificielles, avec l'idée, et je l'ai testé moi-même, que finalement parfois des résultats des requêtes qui sont faites dans des bases de données scientifiques produisent des résultats qui sont totalement faux. Et savoir si, d'un point de vue scientifique, vous avez une explication à cela. Oui. Merci. Je vais commencer par la deuxième question. Évidemment. Donc, alors, hallucination, glissement langagier, à mon sens, je ne suis pas la seule. Un certain nombre d'articles aussi qui parlent de ces glissements langagiers. Moi, j'ai une formation d'ingénieur. Quand je créais des modèles, enfin des algorithmes pour faire de la prédiction de trajectoire ou quoi, j'ai jamais dit mon modèle hallucine. Ce que je disais, ce qu'on me disait, c'est ton modèle, il est en faute là, il est en faille. Là, il y a une faille, il y a une erreur, il y a une faute. Et on avait des taux de faute, on avait des taux d'erreur. Ce terme d'hallucination, il a été introduit il y a 3 ans par OpenAI pour diminuer le fait, pour atténuer la perception humaine de quoi est-ce qu'il s'agit. On a modélisé la réalité, on ne l'a pas bien modélisé, il y a des erreurs. C'est pas factuel. Pour plein de raisons, maintenant on dit que le modèle hallucine. Donc voilà, c'était juste un point. Pourquoi est-ce que dans des bases donc effectivement pour faire des requêtes scientifiques, mais parce qu'on marche par corrélation.
parce qu'en fait, il n'y a pas de lien avec le sens physique ou il n'y a pas de lien avec la véracité. Donc à partir du moment où on a des reproductions de motifs, ben, ces reproductions des recombinaisons, on va dire, de motifs, si elles ne font pas sens, elles sont tout aussi probables en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a vraiment une déconnexion. La façon dont sont entraînés les modèles, c'est de reproduire le texte. Et reproduire du texte, ben, ce n'est pas assimiler ou encoder un raisonnement. Ça peut paraître comme tel, mais ce n'est pas le cas. Alors, on pourrait en rediscuter, mais par exemple, actuellement, il y a plusieurs travaux qui montrent que ce qu'on appelle les chain of thought, donc les chaînes de pensée, c'est-à-dire dire au modèle, raisonne étape par étape, de façon à améliorer sa réponse. Bon, ben, en fait, les sorties qu'il va vous donner, c'est-à-dire finalement la justification pour la réponse finale, on a montré qu'elles sont décorrélées des étapes effectives qui sont prises par le modèle pour donner la réponse finale. Ce qui fait qu'au final, l'exactitude du raisonnement est décorrélée de l'exactitude de la réponse. Et si on entraîne des modèles sur des raisonnements faux, on améliore leur taux d'exactitude de réponse. Donc vous voyez que tout ça, et on a des articles là qui sont sortis et qui moi m'ont fait beaucoup de bien, parce qu'en fait ils montrent à quel point est-ce qu'on a un excès dans la communauté scientifique à pas voir ce qu'on a sous le nez, qui est on va trop loin, c'est pas ce qui se passe sous le capot. Et donc on pense que le modèle fait des choses, ça ne fait pas ça, et donc on va poser des mauvaises questions de recherche. La mauvaise question de recherche, c'est par exemple, je vais essayer de justifier et de dire, alors je vous donne un exemple, hein, mais là il y a un article scientifique qui vient de sortir, qui est comment est-ce que, dans une revue de médecine, ces systèmes sont non fiables. Les étudiants en médecine, on n'arrive pas à leur arracher le téléphone des mains lorsque ils sont en internat et qu'ils... alors c'est un article, je ne suis plus américain, je crois, mais je ne peux pas dire que c'est le cas en France ou autre. Mais en tout cas, voilà, l'article dit comment est-ce qu'on s'assure quand même, quand on est instructeur, instructrice, que les internes ne vont pas uniquement faire aveuglément confiance à ChatGPT en rentrant toutes les données patients et les signes cliniques. Ce qui est recommandé dans l'article, c'est de dire il faut s'assurer que la littérature montre que ces modèles sont fiables pour ces cas-là, donc par exemple pour oncologie ou orthopédie, voilà, mais la littérature, elle n'existe pas. Et l'autre recommandation, c'est demander au modèle de produire des justifications. Sauf qu'en informatique, on montre que les justifications ne correspondent pas aux étapes effectivement prises par le modèle pour produire le résultat de c'est quoi la maladie. Donc vous voyez qu'on est sur en fait des fallacies, vraiment des faussetés, des problèmes mal posés qui font que là on fait de la mauvaise science en fait. Voilà. Et donc les hallucinations que vous mentionnez, oui, c'est juste un cas reproduit des motifs complexes, ça donne de l'illusion. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ça c'est des travaux en linguistique qui montrent que donc ces modèles ne manipulent que des formes. Je vous ai dit c'est des nombres, ça pourrait être des couleurs, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'importance. Le sens, c'est nous qui le faisons. C'est-à-dire que quand je vous parle, ce que je vous envoie, c'est des ondes sonores. C'est votre cerveau qui va venir faire correspondre ces ondes sonores sur votre modèle du monde. Et lorsque un modèle d'intelligence artificielle produit des sorties, c'est nous qui faisons, c'est nous qui donnons du sens. Et ce sens-là, le problème, c'est que on ne peut pas s'empêcher de le donner parce que c'est la façon dont on fonctionne en tant qu'humain. Et donc, on se fait avoir avec la qualité des sorties, la qualité d'apparence en fait, c'est une qualité d'apparence. Et donc on a tendance à croire que ces modèles sont très puissants, parce qu'en plus c'est la terminologie qui est employée, je passerai sur les champs lexicaux. Mais en fait ils ne le sont pas dès qu'on s'éloigne de ce qu'on appelle la distribution statistique des données d'entraînement. Donc voilà, c'est juste peut-être une réponse un peu longue, mais qui me permettait aussi de clarifier certaines choses. Merci. Donc, madame. Oui, bonsoir et merci pour votre intervention. J'ai des petites questions en tant que maman, tout simplement. D'accord. Vous avez parlé des inquiétudes qu'il peut y avoir à ce qu'il y ait des enfants qui n'utilisent que l'IA et qui sortent un peu... qui sortent du texte préformé par l'IA. On avait les mêmes problèmes il y a 10 ans avec Wikipédia, d'enfants qui copiaient du Wikipédia sans comprendre ce qu'ils copiaient.
Et j'ai le sentiment quand même que le gros problème, c'est comment on éduque les jeunes à utiliser correctement les outils qu'on met à leur portée. Oui, mais oui, il y a une question d'éducation, c'est pour ça qu'on est financé par l'État. Il y a aussi une très grosse question de politique. C'est-à-dire que finalement, on n'a pas du tout la même légitimation. Je vous prendrai l'exemple des réseaux sociaux. Vous parlez de Wikipédia, on dit les réseaux sociaux c'est problématique parce que ça va dérouter l'attention des jeunes. Oui, mais le problème c'est qu'en fait le discours institutionnel ne porte pas du tout la même légitimation des réseaux sociaux. On n'a pas le ministère de l'Éducation nationale qui dit aux professeurs utilisez les réseaux sociaux, essayez parce que vraiment c'est très intéressant. On a une légitimation de l'usage des outils d'IA. Donc je dirais que ce qui est montré actuellement, si vous voulez, c'est qu'effectivement, la question de j'utilise Internet, les questions de Internet, il y a tout et n'importe quoi sur Internet, donc il faut savoir l'utiliser. Ensuite, j'ai les réseaux sociaux, j'ai Wikipédia, maintenant j'ai l'intelligence artificielle. Oui, effectivement, on a ces outils qui peuvent être, voilà, intégrés dans des processus. Pour moi, alors là, c'est mon sentiment, mais le problème, c'est qu'en fait, on a un discours institutionnel qui ne se positionne pas du tout de la même façon. C'est-à-dire qu'on a un discours des institutions qui va nous encourager, en tant qu'enseignants-enseignantes, à légitimer cet usage, alors qu'on n'a jamais eu d'encouragement à légitimer l'usage des réseaux sociaux ou des téléphones portables en classe. Et donc, si vous voulez, l'impact va être très différent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a une proximité de communication qui est tout autre. Le Wikipédia, on lit du texte sur une page. ChatGPT nous répond. Donc on a des énormes... Pardon ? Ils ne se posent pas la question de ce que ChatGPT leur a dit. Ils posent leur question pour. Oui. Ils ont une réponse, ils apprennent la question d'accord. Dans Wikipédia, c'est la même chose. Ils avaient tapé le sujet du cours. On n'entend pas, nous. Oui, oui. Alors, c'est exactement, la personne dit c'est exactement la même chose que ce que les élèves faisaient avec Wikipédia. Donc, moi, j'ai qu'une expérience universitaire. Ce que je sais, c'est que sur par exemple, les dissertations, c'est-à-dire sur des tâches qui sont beaucoup plus évoluées, là, par contre, on a un impact qui va finalement être beaucoup plus profond et beaucoup plus large dans le type de tâches. Donc, on va aller sur des niveaux qui sont beaucoup plus élevés et on va avoir une production de résultats que vous ne pouvez pas faire au Wikipédia. C'est-à-dire que Wikipédia, effectivement, c'était restreint aux exposés ou aux recherches. Là, on va avoir quelque chose qui va nous permettre de produire les productions que l'on est assigné à produire pour développer des mécanismes qui sont sur des niveaux beaucoup plus élevés. Donc voilà, mais c'est très similaire, c'est très similaire. Après, en termes d'impact, en termes de sciences de l'éducation, l'article que je vous ai mentionné du MIT compare l'usage de Google avec Wikipédia à l'intérieur pour produire une dissertation avec ChatGPT. Donc si vous voulez, dans les travaux scientifiques, on a toujours cette comparaison différentielle entre les outils qui existaient précédemment et les nouveaux outils. Et c'est là que c'est intéressant de voir le différentiel en termes de connexion cérébrale, en termes d'impact sur les qualités d'apprentissage. Merci. Une autre question. Moi, c'est assez bref. C'est juste que quand vous avez parlé de... C'est arrivé très vite, l'intelligence artificielle depuis 3 ans. On n'arrête pas d'en parler. On a l'impression qu'il faut vraiment fonctionner qu'à ça. Moi, j'ai juste envie de dire pourquoi. Pourquoi, du jour au lendemain, tout d'un coup, cette pointe de l'iceberg a surgi et que désormais, on a l'impression qu'on ne pourra même plus s'en passer et qu'on doit faire avec. Mais qu'est-ce que ça cache? Enfin, bon, j'ai juste envie de dire pourquoi, quoi. Si vous avez un semblant de réponse, si vous pouvez clarifier un peu la réponse. Alors, il y a beaucoup de choses. D'abord, le boom du deep learning, ce qu'on appelle le deep learning, c'est ces méthodes qui sont très puissantes pour faire des associations, c'est les années 2010. On a eu énormément d'investissements qui ont été faits, donc en France, l'État a énormément investi à partir des années 2018 dans l'intelligence artificielle, donc on est bien avant ChatGPT, 2018, 2019, beaucoup d'investissements. Dans les années 2017, on a eu des avancées technologiques, donc ce que je vous ai montré, les modèles transformers, qui ont permis de générer du texte qui était vraiment, si vous voulez, dans le domaine de ce qu'on appelle la linguistique computationnelle, ça a fait un saut. Avant, on avait des erreurs grammaticales, on n'arrivait pas bien à faire. En 2017, dans le domaine textuel, on avait fait des progrès, ces modèles-là, ces outils d'intelligence artificielle,
ont vu le jour, on va dire, dans les années 2010, qui ont d'ailleurs valu un prix Nobel de physique l'an dernier à Geoff Hinton. Année 2010, image pour l'image, la radiographie, etc. En 2017, on a des modèles qui sortent pour le texte, qui deviennent extrêmement puissants pour le texte. Microsoft se met sur le marché en se disant on va faire des modèles et on va les mettre sur Internet. Sauf qu'ils n'avaient pas envisagé le niveau de reproduction des biais sociaux et qu'en 24 heures, les modèles sont devenus extrêmement racistes, sexistes et ils ont dû les retirer en catastrophe. En 2022, donc OpenAI sort ChatGPT. Qu'est-ce qui a fait le succès de ChatGPT? C'est pas des avancées technologiques. Ce qui a fait le succès, voilà, par rapport à 2019, ce qui a fait le succès, c'est que ils ont fait des modèles, des systèmes de modération automatisés. Et ces systèmes de modération automatisés fait que le modèle a été acceptable en fait, que ça ne devenait pas raciste, sexiste immédiatement. Et donc, il y a eu aussi énormément en parallèle alors, il y a beaucoup d'idéologie dans la Silicon Valley et beaucoup d'engouement boursier. Il y a eu une capitalisation absolument énorme qui a été faite très rapidement, notamment de Microsoft qui possède OpenAI à 49%. Et en fait, on a eu une capitalisation boursière absolument gigantesque. Et on a eu une puissance de discours marketing qui a complètement explosé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'entend parler que d'intelligence artificielle, on n'entend parler que de ChatGPT. Ce modelage de l'information grand public, il a fait énormément. Actuellement, on a quand même la capitalisation en IA qui représente l'équivalent de toute la consommation américaine dans l'économie américaine. C'est-à-dire que là, s'il y a un crash, on a un très sérieux problème. On n'imagine pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que alors je n'emploie pas nécessairement les bons termes, mais la capitalisation dans les entreprises d'intelligence artificielle est équivalente, donc apporte à l'économie, représente dans l'économie américaine tout ce que représente la consommation américaine. Donc c'est absolument dément. C'est les termes qui sont employés par les économistes. Ils se font tous la course. Il y a pas de... Oui, sauf qu'on est beaucoup moins sensible au discours médiatique venant de Chine que venant des États-Unis. Et on a beaucoup moins de prise dans nos sociétés occidentales. Mais ça n'empêche pas que la civilisation de l'informatique et de l'IA touche toute la planète. Le micro, bien entendu. Mais c'était pour répondre à votre question de qu'est-ce qui fait que dans nos sociétés, on est à ce point soumis à cette pression. Ça devient une pression normative de déployer ces modèles-là pour, je dirais, tout et n'importe quoi, alors que ce n'est pas fiable et que ce n'est pas relié à des preuves scientifiques d'utilité. Voilà, on va peut-être prendre une dernière question, s'il y a... Oui, madame. Oui, bonjour. Ma question serait, est-ce que le fait que les IA aient un caractère, même si c'est, on va dire, sexiste, raciste, conservateur, est-ce que c'est fait exprès pour que l'IA soit humaine, tout simplement, et pas une calculatrice qui répond à l'exactitude parfaite? Est-ce qu'il y a moyen aussi de mélanger les banques de données de toutes les IA occidentales, asiatiques, pour qu'il n'y ait pas un personnage, on va dire, américain, conservateur, blanc, et aussi savoir si il y a un risque qu'il y ait des introductions comme les hackers peuvent manipuler la base de données. Oui, merci pour votre question. Ce qui me fait rappeler que je n'ai pas répondu à la deuxième question du monsieur, mais c'est pas grave. Alors, l'IA n'a pas un caractère, elle reproduit des associations dans les données de mots vus dans les textes d'entraînement. Donc en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que les données qui sont utilisées par tous les modèles américains, mais aussi tous les modèles chinois, ce sont presque les mêmes données. Ce sont presque les mêmes données. Donc par exemple, le modèle DeepSeek chinois va pouvoir reproduire du texte en anglais, en chinois. Il est entraîné sur ces deux ensembles de données.
Quels sont les ensembles d'entraînement? En fait, ils ne sont pas différents, c'est tout l'Internet. C'est pas compliqué, c'est tout le texte d'Internet qui a été absorbé. Donc on n'a pas de différenciation. Après, vous indiquiez, est-ce qu'on peut finalement adapter le modèle pour qu'il soit plus ou moins libéral, plus ou moins conservateur? Oui, c'est possible. Et c'est des techniques d'ingénierie pour orienter le modèle à faire des réponses, mais on n'a jamais de certitude absolue sur les réponses qui vont être produites. Par contre, c'est sûr que, je vous prends un exemple, je prends le site L'Humanité, je prends tous les articles de L'Humanité depuis 1980. Je crée un ensemble d'entraînements avec L'Humanité, Le Monde, Valeurs Actuelles, etc. Et puis je dis, non mais en fait je voudrais que ce soit plus à gauche, donc je vais copier les articles de l'Humanité 10 fois, et je ne vais pas copier les articles du Monde et de Valeurs Actuelles. Normalement je devrais avoir un modèle qui penche plus à gauche. Voilà. Donc oui, il y a des façons d'orienter idéologiquement. On ne peut jamais savoir exactement ce qui va être ressorti, mais on a ces possibilités, et comme je le disais, c'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait effectivement par Elon Musk ou autre, mais c'est même fait, je veux dire, pour des raisons, on a tout un ensemble de techniques, en fait, qui vont nous permettre que le modèle soit acceptable, pour pas qu'il devienne immédiatement... Alors quand je dis il devienne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on a quand même une surreprésentation de contenus violents et discriminatoires dans les textes sur Internet. Même si ce n'est pas nécessairement nos sphères à nous autres, vous avez ce qu'on appelle des fils Reddit, qui sont extrêmement massifs en termes de données, et donc qui vont peser beaucoup dans la façon dont la fonction mathématique est créée, qui va avoir tendance à reproduire ces fils Reddit, c'est des réseaux sociaux si vous voulez, où on a du contenu qui va être assez violent et discriminatoire. Ce qui sonnait le glas des modèles précédents, notamment de Microsoft dans les années 2019, et qui là est géré par des techniques d'ingénierie, mais qui restent des choix humains qui sont faits. Et si ces choix humains changent parce qu'on a un PDG qui est beaucoup plus droitier que les autres, il peut retourner les techniques d'ingénierie dans l'autre sens, exactement de la même façon que les autres essayaient de limiter les contenus discriminatoires et lui les augmenter. Voilà. Merci, on vous applaudit encore très fort. Lucille Sassatelli. Je rappelle à la salle que nous avons donc, les Amis de la Liberté, une tombola. Le billet est à 5 € et vous pouvez gagner cette œuvre de Marianne Fournier. Par ailleurs, comme vous le savez, notre association, comme toutes les associations actuellement, eh bien, nous avons peu de fonds, donc merci à votre générosité en partant. Vous avez des petits paniers. Merci beaucoup, merci infiniment et merci pour votre présence. Merci professeur, encore une fois. Jacqueline, annonce les prochaines conférences. Ah oui. Alors, vous aurez également le 27 novembre pour faire pendu